Hola, bienvenue dans le Tenchi World. J'espère que ça va bien pour vous. Hello, hello, hello. Bienvenue Miss Parker, bienvenue à Gitov, toujours fidèle au poste, toujours là quand il faut. Ça se passe bien les enfants. On passe un bon dimanche, on est tranquille là, on est en place. Alors attendez, je vais régler cette caméra qui est un peu trop désaxée pour moi. Salut caméra, non tu es trop désaxée par là, peut-être par là. Voilà, là c'est mieux. Là, tu es mieux, caméra. Tu es bien. Tu es ma caméra, gaméra. Comment ça se passe pour vous, les enfants? J'espère que vous êtes là, tout le monde m'entend. J'espère que tout va bien. Nous sommes là pour un moment historique. Un moment à marquer d'une pierre blanche. Il est 18h04, je n'ai pas trop de retard. Désolé, je vais vous expliquer pourquoi après. Et nous commençons la première édition de Yokoso, l'émission qui vous parle du tourisme au Japon. Vous êtes content, vous êtes heureux, c'est bonheur dans votre cœur? J'espère bien. J'espère bien. Hello tout le monde. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, déjà, de base, on va parler, on va avoir une thématique à chaque fois, à chaque émission. Je vais vous faire une petite présentation générale. On va parler d'autres petites choses en amont. Ensuite, on va regarder une vidéo ensemble, que je vais commenter évidemment en direct. Vous pourrez poser des questions, on fera des stops quand il y a besoin de faire des stops. Et je vais vous parler d'un sujet, et puis on va continuer sur ce sujet petit à petit, même après la vidéo. Les vidéos sont rarement longues, elles font 4 ou 5 minutes, hein, donc ça va pas nous occuper tout le stream, vous pensez bien, mais on va pouvoir parler de tout ça. Alors, quand c'est moi qui parle, hein, donc je suis en grand, le chat est là, il est là, le chat, il est là, je vous vois sur le chat là. La vidéo, elle est là, ou elle est là, la vidéo? Elle est non, là, 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 là. Voilà. Et quand j'ai décidé de vous mettre la vidéo en avant, je fais magie du montage. Oh, et là, la vidéo, elle est en grand, et moi, elle est le grand là, et moi, je suis tout petit. Voilà. Et voilà. Donc, alors, je vais approcher cet écran-là. Ah, viens par ici, petit écran, que je vois bien ce que les choses y disent se font. Voilà, parfait. Salut Aguito. Aguito a pris un abonnement niveau 1, c'est la folie. Merci Aguito pour cet abonnement. Merci beaucoup. Ça me fait grave plaisir. Alors, je vous explique déjà pourquoi j'ai quelques minutes de retard. Pas beaucoup, mais quelques. En fait, j'étais à l'anniversaire d'une amie, une collègue de boulot, qui m'a très gentiment invité à son anniversaire. Toujours dans le respect des règles sanitaires, tout ça, j'en profite, je règle la cam, hein. Et ça m'a permis d'être initié à un truc que je n'avais jamais trop touché avant, que j'ai jamais touché avant en fait, parce que le copain de cette demoiselle est un grand grand fan de Warhammer. Voilà. Et ça me manquait le Warhammer dans mon catalogue de compétences. Donc j'ai commencé à apprendre à faire du Warhammer. Donc j'ai fini une toute petite figurine, j'ai pas fini, hein, pensez bien. Une toute petite figurine, j'ai commencé à la peindre, tout ça, je vous mettrai les photos sur Twitter tout à l'heure. Et j'ai un peu craqué pour une plus grosse figurine. Excusez-moi, pardon, désolé. Voilà, un gros dragon bien vénère. Attendez, je le tiens à l'envers, je pense. Voilà, le Eldrake. Regardez comme il est beau. Il a une Gatling dans la bouche et ça c'est génial. Donc voilà, voilà. Donc pour un prochain Metallicraft, qui sait? Qui sait, nous pourrons peut-être nous occuper de ce beau dragon. De ce beau dragon. Ouais, c'est une belle bête. J'ai vu monter, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. J'ai vu monter, je fais, c'est fort joli. C'est fort joli. Alors, sans plus de préambule, rentrons dans le vif du sujet. Quel est le but de cette émission? Quel est son objectif? Bon, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous le savez, hein, Pitts Parker, Aguito, voilà, les piliers de cette chaîne. Euh, à la base, je voulais partager avec vous mon expérience par rapport au Japon. C'est un pays que j'adore, c'est un pays où j'aime bien aller régulièrement. C'est un pays, régulièrement, c'est en moyenne une fois tous les ans, tous les 2 ans. Ça dépend de mes moyens pécuniers, vous voyez. Et j'adore aller explorer des coins différents à chaque fois. Et à chaque fois, je pars avec ma petite caméra sous le bras. Enfin, c'est pas ma caméra, c'est la caméra que me prête gentiment Fabien. Et je filme des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore filmer des trucs. Et du coup, j'ai plein de petites vidéos en préparation pour présenter des coins à droite, à gauche, pour faire des trucs. Et je voulais continuer l'idée de quelque chose que j'avais commencé à la radio.
par rapport à l'émission qui s'appelait, je sais pas si vous vous souvenez, sur Japan FM, Yamanote, où je parlais d'un aspect du Japon à chaque fois et d'un quartier de Tokyo, et ça permettait de faire voyager, d'expliquer des trucs, tout ça. Et on va continuer dans cette idée-là. Mais, à la différence près qu'on va plus se limiter à Tokyo, on va aller un peu plus loin, et surtout on va parler de coins en particulier, mais on va surtout être en interaction avec vous. La magie de Twitch, c'est d'être en interaction avec le chat. Donc pour ce faire, vous pourrez poser des questions, dire voilà, tonton Tenchi, mon petit Tenchi Rock, voilà, j'ai entendu ça par rapport au Japon, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Est-ce que blabla? Et je ne manquerai pas d'y répondre. Pour ceux qui sont abonnés, comme je vous l'ai dit, sur le Discord, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont eu Early Access sur le Discord. Donc sur le Discord de la chaîne, vous allez pouvoir me poser un petit rendez-vous, me dire Tenchi, écoute, je pars au Japon, là, j'ai pris mon billet, j'ai craqué, là, je pars dans 2 semaines, explique-moi la vie. Et du coup, je vous prendrai en entretien, en chat, au chat audio sur Discord. On papotera un petit peu le temps de répondre précisément à vos questions et de voir ce que vous voulez voir et vous donner quelques astuces. Voilà, voilà, ça c'est pour les abonnés, pour récompenser les abonnés, parce que vous êtes super gentils de claquer de l'argent pour un contenu entièrement gratuit pour l'instant, et c'est super cool. Donc je voulais vous récompenser en vous donnant un peu de mon temps. Alors, qui est là? Hey, on a Ekika, salut, hello. On a plein de gens, c'est trop bien. Alors, on va commencer par un petit préambule. D'abord, on va commencer sur une vidéo assez spéciale sur Kinosaki, parce que je voulais commencer par celle-là, pour marquer un peu la transition. Comme je vous ai dit, cette émission, elle se fait dans la lignée de Yamanote à l'époque où j'étais chez Japan FM. Donc, je me suis dit, pour faire la transition et pour faire la première émission, je voudrais me lancer sur quelque chose que j'ai déjà fait là-bas et le recommander. Donc je vais vous parler d'une petite ville qui s'appelle Kinosaki, qui est une ville qui est située au-dessus d'Osaka. Donc on va regarder ça en détail. Néanmoins, les prochaines émissions de Yokoso seront sur un axe beaucoup plus généraliste. Vous allez voir ça. On va vous parler de comment ça se passe quand on doit prendre l'avion pour aller au Japon, qu'est-ce qu'il faut préparer, comment on prend ses billets, qu'est-ce qu'on prépare comme dossier, au niveau du passeport on fait quoi, qu'est-ce que sont les choses pour pas oublier, qu'est-ce qu'on ne met pas dans la valise. Tout ce genre de choses-là, on va les aborder lors de l'émission. Le souci pour l'instant, c'est que ces vidéos-là existent, elles sont tournées, elles sont triées, elles ne sont pas encore montées. J'ai eu un petit retard dans le montage parce que je comptais sur Judge Dead pour me faire le montage, et que pour l'instant il est très très occupé chez Olidri, il n'a pas trop eu le temps d'avancer là-dessus. Donc voilà, au pire des vidéos sur le Japon, j'en ai plein, hein, j'en ai plein en réserve, hein. Si on commence pas avec celle-là, on commencera par d'autres, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, le Japon, destination magnifique, destination merveilleuse qui fait rêver des milliers d'entre vous, je pense. Et alors, qu'est-ce que je vois? C'est Chris Keyboard. Chris Keyboard. Chris Keyboard. Est-ce que tu es le Chris de Sergi, mon ami? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es ce Chris-là? Ou est-ce que tu es le Chris... Non, tu ne serais pas présenté comme ça si tu es l'autre Chris que je connais. Ah, la cagnotte. La cagnotte. Oh! Oh! Mais si! Mais c'est Jack Black, il est avec nous! Alors, vous explique, ce garçon, bah tiens, on va commencer par cette anecdote-là. C'est un point de départ comme un autre. Ce garçon-là, c'est un garçon que j'ai rencontré dans un McDo, si je me souviens bien, au Japon. J'étais avec mes colocs, avec Philippe et Flo, Philippe Cardona et Florence Torta. On était en coloc au Japon à cette époque-là, près de Tokyo. Et j'étais en train de déguster un magnifique burger au poulet spécialité de l'été au Japon, des blancs de poulet avec du citron et du sel. Et ce jeune homme nous a entendu discuter. À l'époque, il était encore un jeune homme fringant, très timide, pas timide du tout, non, pas du tout timide, mais très jeune déjà. Et il vient nous voir, il dit, bon, je pense qu'il nous avait reconnu par rapport à Noob, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Et puis il me dit, ouais, voilà, je suis en vacances au Japon, je découvre un petit peu, je suis avec un pote. Moi, ce que j'aime bien, c'est les cartes Magic. Puis je fais partie d'une association de cartes Magic et j'aimerais savoir où est-ce qu'on achète des cartes Magic. Et là, on s'est retournés tous les trois, on lui a fait, écoute, petit,
est-ce que tu as entendu parler d'un coin qui s'appelle Akihabara? Et là, il nous a fait, ouais, j'ai entendu parler, mais c'est que des figurines là-bas. Et là, on lui a dit, non, petit, il y a aussi des cartes Magic. Et du coup, on est allé acheter des cartes Magic avec lui, c'était trop bien, et l'amitié est née de là. L'amitié est née de là, et vous voyez, des années après, presque 10 ans après, il est encore là. Il est encore là, et ça me fait énormément plaisir qu'il soit là. Il a vu la lumière, et il a surtout vu des cartes en japonais rares, et il était très content. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc voilà, vous voyez, quand on va au Japon, bah, on sait, c'est très difficile de préparer son voyage parce que déjà il y a plein de choses qu'on veut aller voir et le temps manque parce que le Japon, bah déjà de base des vacances elles sont pas extensives. Généralement on peut prendre 15 jours assez facilement, peut-être on peut tirer jusqu'à 3 semaines, mais c'est compliqué de faire plus long. Et puis quand on va là-bas, voilà, il faut faire des choix parce que les déplacements prennent du temps quand même, faut pas se leurrer. Ça coûte de l'argent, le Japon, c'est pas un pays qui coûte 2 euros, hein, c'est un pays où il faut prévoir un sacré budget au niveau déplacement et tout ça. Et puis voilà, il y a des fois, on n'est même pas juste pas au courant qu'il y a certaines choses qu'on aurait peut-être envie de voir, parce qu'on ne sait pas où les chercher, parce que, bah, alors ça va beaucoup mieux maintenant, mais à une certaine époque, aller chercher des informations sur le Japon, si vous ne maîtrisiez pas le japonais et que vous ne saviez pas où chercher sur des sites en japonais, c'était extrêmement compliqué. Ça fait maintenant 4-5 ans qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les organisations touristiques pour le Japon, que ce soit par l'État japonais ou par tout simplement les organismes privés de voyage. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour faire des sites en anglais, en français, tout ça, qui permettent un petit peu de sortir des sentiers battus, des seuls trucs qui existaient à l'époque, c'est-à-dire bah, les trucs les plus populaires autour de Tokyo, et puis basta, quoi, hein, c'était terminé. Donc, du coup, pour organiser, s'il y a certaines personnes qui sont déjà allées au Japon, vous n'hésitez pas sur le chat à partager vos expériences, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour ceux qui ne sont jamais allés, cette émission, elle est un petit peu pour vous montrer des trucs, pour vous donner des idées. Bon, ceux qui sont déjà allés, c'est pour vous montrer d'autres coins aussi, mais voilà. Moi, j'essaye, vous voyez, quand je vais au Japon, j'ai toujours un petit rituel. J'essaye de toujours aller explorer un coin que j'ai jamais vu. Toujours me choisir une destination pendant mon voyage où je vais au minimum passer 3 ou 4 jours dans un coin où j'ai jamais foutu les pieds pour découvrir, pour machin. Après, je vais souvent bah, à la grande ville à proximité de ce coin-là, que ça soit Tokyo, que ça soit Osaka, que ça soit Fukuoka, ou des trucs comme ça, pour aussi bah, pour faire un peu de la geekerie, des trucs comme ça. Et j'ai un passage obligé, enfin j'ai deux passages obligés. J'ai un passage obligé à Sapporo parce que j'ai la belle famille là-bas. Et j'ai un Sapporo, c'est la préfecture d'Hokkaido. Et j'ai un passage obligé aussi à Tokyo parce que bah, fatalement, pour prendre son vol, c'est beaucoup plus pratique de le prendre de Narita ou de Haneda. Et donc fatalement, bah, on repasse toujours à Tokyo, mais de plus en plus le temps passe, moins je passe de temps à Tokyo, parce que Tokyo, je vais pas dire, je vais dire, Tokyo, j'en ai fait le tour, mais je n'en ai cure. Non, on n'en est pas là quand même, mais c'est vrai que ça m'attire moins que, maintenant, Tokyo m'attire moins que la campagne japonaise, auquel je trouve beaucoup plus mon compte. Mais vous avez tout le temps d'en arriver à ce stade-là. Tokyo a plein de merveilles à vous proposer. Donc, vous inquiétez pas. Moi, j'ai mis presque 10 ans à faire le tour de Tokyo, hein, donc, calmez-vous, ça va bien se passer. Le plus long voyage là-bas a duré combien de temps? En ce qui me concerne, alors je sais plus si on peut parler de voyage à ce moment-là. J'ai passé 1 an pour mes études. Donc j'ai été en échange, grosso modo, hein, j'étais un Ryugakusei pour mes études que j'ai fait justement à Hokkaido. J'ai fait ma première année de master là-bas. Et j'y suis retourné, j'ai fini mon master et immédiatement j'y suis retourné. C'est justement la période où j'étais en colocation avec Florence et Philippe. J'y suis retourné 7 mois d'affilée pour travailler à Tokyo. Donc c'est des plus longues durées que j'ai fait, c'est 1 an et 7 mois. Après, en moyenne, j'essaye de faire, pour les séjours où je vais juste passer un peu de temps, j'essaye de faire, comme je vous dis, entre 2 et 3 semaines. J'essaye de faire 3 semaines, parce que 2 semaines c'est un peu court pour ce que j'aime faire. Mais bon, bah, en fonction du boulot, on n'est pas libre de prendre toutes les vacances qu'on veut. Voilà. Euh,
What do you got say, ne? Des chats. Euh, Voilà, donc du coup, j'y ai vécu, ce qui était très différent d'y aller en tourisme. On parlera de la différence entre vivre au Japon et y aller juste en touriste. Il y a d'énormes différences, mais ne brûlons pas les étapes, commençons tranquillement par le tourisme. C'est un budget, oui, c'est un budget. Oh oui, c'est un budget. Ce que j'adore, c'est les gens qui viennent me voir en disant ah, Tenchi, ce billet d'avion coûte très cher pour aller au Japon, je pense que c'est la majeure partie de mon budget. Et là, je les regarde et je ris, tu es tellement loin de la vérité. Ton billet d'avion, c'est un tiers de ton budget, et encore dans le meilleur des cas. Le budget au Japon, alors le billet d'avion, vous pouvez les négocier autour de 700 balles. On va dire la moyenne est autour de 700 balles, grosso modo. Selon la compagnie que vous prenez, moi, il y a des compagnies que je déconseille fortement. Il y a des compagnies que je conseille fortement. Mais en grosso modo, en moyenne, pour un France-Japon par étape ou sans étape, vous êtes autour de 700 balles. Vous pouvez monter à beaucoup plus cher, évidemment, si vous voulez des vols directs, Air France, machin, première classe, tout ça. Mais généralement, si vous prenez des compagnies comme INA, comme Lufthansa, comme Qatar Airlines, comme Emirates, ou des trucs comme ça, c'est dans ces eaux-là, 700, 800 balles, 900 balles max. Allez, vous pouvez vous trouver un Marseille Tokyo, un Paris Tokyo, sans trop de problèmes. Généralement, vous faites une escale en Allemagne, vous faites une escale en Suisse, vous faites une escale. Si vous prenez Emirates, fatalement, vous faites une escale à Dubaï. Si vous prenez KLM, vous faites une escale à Tokyo, j'allais dire à Tokyo, à Oslo, excusez-moi. Salut serveur. Donc, généralement, c'est 12 heures d'avion, ça passe pas trop lentement. Généralement, c'est un truc genre 10 heures, enfin 2 heures pour aller à la première escale et après 10 heures d'affilée pour aller jusqu'au Japon. Vous pouvez choisir des vols qui se posent directement plus près de là où vous voulez aller, mais je vous conseille de passer par le hub de Tokyo pour des questions de prix. Vous pouvez aller directement aussi à l'aéroport. Vous voyez, par exemple, l'aéroport d'Hokkaido. Ça y est, le nom, le nom m'échappe. Chitose. Chitose, l'aéroport d'Hokkaido. On peut faire des vols directement jusqu'à Chitose en faisant une escale par la Corée, mais ça vous coûtera toujours un poil plus cher. Ce qui est bien, c'est que les vols internes au Japon sont pas très chers. Généralement, quand vous avez des vols internes qui font à peu près une heure et demie de vol, vous pouvez vous démerder pour les choper à 100 balles. Donc c'est pas excessif. Donc si vous voulez bouger, Taipei, moi je déconseille mais tellement de passer par la Chine ou par toute l'Asie du Sud. Je déconseille tellement de passer par là. Pour plein de raisons, notamment les douanes là-bas, la sécurité là-bas, je déteste ça, donc je déconseille tellement de passer par Taipei, par Beijing, par Shanghai. Je vous le déconseille fortement. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez vous faire palper les parties intimes, c'est votre problème. Moi, je n'aime pas ça. En tout cas, pas par une personne que je ne connais pas. Donc voilà. Euh, pour toi, il faut combien de budget pour un voyage de 3 semaines? Alors, il faut combien de budget pour un voyage de 3 semaines? Ça dépend d'un paramètre très important. À quel point tu aimes la geekerie ou pas? À quel point tu vas vouloir te claquer un budget figurine ou pas? En mettant le budget figurine, goodies, machin de côté, je dirais de calculer à peu près entre 2 et 3 000 balles. À peu près. En incluant le billet d'avion, le logement sur place, la bouffe, les transports, les quelques attractions à droite à gauche et un petit peu de shopping. Si tu vas faire du gros shopping, ça peut monter, tu peux rajouter facile 1000 balles. Voilà. Voilà. C'est. Ouais, non, mais j'ai pas envie de vous mentir, les enfants. J'ai pas envie de vous dire non, mais 1000 balles et c'est tranquille. Non, non. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, vous avez l'impression que c'est un pays qui est pas très cher parce que les sommes qui vous sont demandées petit à petit sont pas très chères, mais ça s'accumule très vite. Et quand on a fait une journée à balader, à faire des trucs, tout ça, qu'on rentre le soir et qu'on se rend compte de tout ce qu'on a claqué, au final on fait ah mais j'ai claqué 200 balles aujourd'hui quand même, l'air de rien. Donc ça va hyper vite, hein, ça va hyper vite. Alors, oui, effectivement, les guest house, des trucs comme ça. Tout ça, on en reparlera. Le logement,
les guest house, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a la joie, le bonheur du Japon, c'est que maintenant il y a du Airbnb qui est pas super cher et qui offre des logements un peu grands. Donc il faut pas oublier cette option-là. Il y a moyen de se trouver des trucs à autour de 400-500 balles la semaine, en étant bien. En louant un appartement par Airbnb, il y a moyen de trouver quelque chose dans ces eaux-là. Les guest house, c'est bien sûr un poil moins cher, mais c'est beaucoup moins commode, dans le sens où vous avez une petite chambre dans le meilleur des cas, et que bah, tout ce qui est commodité, c'est-à-dire salle de bain, toilette, salle à manger, tout ça, c'est en commun avec les autres. Donc bah, les guest house, il y en a des très bien parce qu'elles sont fréquentées par des gens bien, mais il y en a des moins bien parce qu'elles sont fréquentées par des gens qui sont pas très soigneux. Voilà, il y a plein d'aspects là-dessus. Il y a énormément d'aspects là-dessus. Là, franchement, c'est tout le logement au Japon. Ça nous fera un live en entier. Vraiment. Il y a tellement d'options, il y a tellement de choses à savoir. Ça nous fera un live en entier. Euh, tu, euh, alors, pour te donner une idée, pour revenir sur la question du budget, euh, quand tu te déplaces au Japon, tu vas payer. Généralement, le moyen de déplacement privilégié, c'est le train. Tu vas payer une somme qui te va se compter d'une gare à l'autre. En fait, tu vas payer, par exemple, tu vas à une gare assez loin, tu vas payer 200 yens, tu vas à une gare un peu moins loin, tu vas payer 150 yens. Tu vas voir, ça fonctionne comme ça. Souvent, on va te dire, prends un JR Pass, c'est un truc que tu vas payer 90 balles la semaine, voire plus, ça dépend des JR Pass que tu prends. Tu prends un JR Pass, ça va te permettre de t'ôter le souci, tu vas payer une somme fixe, et ça va te permettre de t'ôter le souci de calculer ton budget déplacement, parce que bah, c'est open bar. C'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai parce que JR Pass, bah, ça ne concerne que le réseau JR. Et contrairement à notre beau pays aux mille fromages, il n'y a pas qu'une seule société ferroviaire qui régit le réseau au Japon. Il y a effectivement Japan Railway qui est la société principale, mais qui n'est pas la seule et unique société. Il y a des sociétés comme Seibu, par exemple, qui ont une partie du réseau à eux. Et dès que vous sortez du réseau de JR, bah, votre JR Pass, il ne fonctionne pas. Et oui, l'arnaque, elle est là. Donc vous devez payer en plus. Et c'est très vite fait de sortir du réseau de JR parce que vous prenez par exemple un métro au lieu de prendre un train. Et c'est plus JR. Ou vous prenez une ligne un peu particulière et c'est plus JR. Et puis voilà, et puis ça vous l'avez pas calculé parce que votre application elle vous donne la route pour aller du point A au point B du plus rapide sans se soucier si vous passez par JR ou pas. Et des fois passer uniquement par JR, bah ouais, ça vous coûtera moins cher, mais ça va vous coûter 2 heures de plus en déplacement dans la journée, ce qui est pas rien. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous prendre une carte. Maintenant, il y a des passes qui couvrent tous les réseaux. Il y a des passes-mots qui couvrent tous les réseaux. C'est des cartes rechargeables. Je l'ai pas la mienne, je l'ai pas sur moi, je l'ai mis de côté. C'est une carte que vous payez 50 balles. Vous la chargez autant que vous voulez dessus, vous mettez autant d'argent que vous voulez dessus, et vous la passez, tang, ça vous fait le décompte exactement de ce que vous payez. Quand vous avez fini votre séjour, vous pouvez ramener votre carte, on vous rend vos 50 balles de caution. Donc, non, c'est pas 50 balles, non, c'est 500 yens. 500 yens de caution, excusez-moi. Je me suis enflammé. Bref, on vous rend vos 500 yens de caution quand vous rendez votre carte, mais les trois cartes des gens que je connais gardent leur carte parce que ça leur fait un souvenir. Et au final, la carte vous a rien coûté, et du coup, vous avez tous vos déplacements dessus, et c'est une carte qui est extrêmement pratique parce elle vous permet de payer vos déplacements, un peu comme un pass Navigo, en fait, grosso modo, c'est un peu l'idée. Permet de payer vos déplacements, mais elle fonctionne aussi sur les distributeurs automatiques, elle fonctionne aussi avec les 98% des commerces dans les gares. Ça vous fait un petit porte-monnaie de secours, en fait. Alors, vous ne paierez pas moins cher en prenant cette carte, mais ça vous permet de contrôler un peu plus votre budget en disant je fous 50 balles sur la carte, je fous 100 balles sur la carte, je sais que c'est ça mon budget de déplacement. Et quand je vois que bah, j'arrive à la fin du budget de déplacement, parce que là j'ai mon décompte à chaque fois que je passe ma carte sur le truc, que je vois qu'il me reste 800 yens, 500 yens, 50 yens, je fais bon bah ok, je sais quoi, je sais à combien j'en suis. Voilà, donc ça c'est pas mal. Attendez, je regarde un petit peu. Cascade. Ah oui, c'est l'aventure, hein, c'est l'aventure. Donc c'est pas plus mal de fonctionner comme ça. Par exemple aussi, bah, le budget bouffe, ça reste un budget parce que on peut. Alors le budget bouffe, honnêtement, je vais vous mettre à l'aise. Au Japon, on peut manger vraiment pour pas très cher.
bien et pas très cher. On peut manger à midi un ramen à 300-400 yens et se casser le ventre pour ça. Ça fait 2-3 euros, ça fait 3-4 euros. Bah, pas 2-3 euros quand même. On peut aller au convini du coin, se prendre 2 onigiri et ça passe à midi parce qu'on est en train de balader et que c'est pas, y a pas de souci. Par contre, on va vite tomber dans l'habitude de la grignote, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses bonnes à manger à droite à gauche qu'on a tendance à tout de suite à dire ah ça coûte que 200 yens, allez c'est parti, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Et à la fin de la journée on fait hey j'ai claqué 200 euros de bouffe. Non je rigole, non c'est jamais 200 euros de bouffe, mais on peut claquer facilement 50 balles en bouffe. Et surtout bah, quand on veut se faire un petit resto un peu sympa, genre le soir ou un truc comme ça, qu'on veut aller dans un truc un peu huppé, voire dans un truc un peu touristique parce qu'on sait pas trop où trouver les restos parce qu'ils sont un peu planqués les touristes les restos un peu tradis, bah là l'addition elle monte très très vite hein. Là l'addition elle monte très vite à 3 4 5 000 yens hein, facile hein. Donc là pour le coup c'est un budget aussi à prévoir. Quand on veut se faire plaisir, ça coûte tout de suite un peu plus cher. Il faut savoir qu'il y a des restos où vous allez payer 400 yens de base juste pour vous asseoir à table. Oui, il y a des frais comme ça de vous rentrez dans le resto, vous asseyez à table, on va vous servir un verre d'eau, peut-être une petite salade de bienvenue, vous savez, comme à Buffalo Grill. Ben, ça veut dire, vous pensez que c'est gentil, c'est gratuit, c'est offert. Non, non, vous le payez. Vous le payez 400 balles. Enfin, 400 balles, 400 yens. Hein. Ouh. Donc ça, c'est les sitting fees. Donc des fois, vous prenez 3 ou 4 plats, machin et tout. Vous êtes là, vous êtes content, vous avez mangé, blablabla, c'est cool. Vous voyez la note arriver, vous voyez, c'est pas ce que j'avais... Enfin, c'est ce que j'avais pris, mais ça fait un peu plus. Et là, on vous explique, bah oui, il y a une petite taxe pour s'asseoir, pour poser votre cucu sur votre chaise. Voilà, joie et bonheur. Donc, c'est pas des pièges, hein, mais c'est des trucs, bah, l'argent file vite. Puis vous allez voir, vous allez avoir des milliers de gougouilles à dire ah ça a l'air trop cool, c'est trop mignon. Oh ce petit strap pour mon portable il est trop bien. Oh ce petit pins il est cool, machin ça coûte pas cher. Puis on va au temple, viens on prend des omamori, des bénédictions, des trucs comme ça. Et puis ah regarde il y a ça et puis il y a cette boisson là de folle toute folle que je. Puis à la fin de la journée bah ça chiffre. C'est des petites sommes, c'est que des petites sommes, mais ça chiffre. Donc il faut vraiment anticiper cette partie-là de budget. Et alors quand tu vas faire des courses de geekery, c'est-à-dire que tu veux te chercher du jeu vidéo, que tu veux te chercher de la figurine, que tu veux te chercher de la fringue un peu geek, des trucs comme ça. Là, mon ami, ouvre le PEL, parce que ça va très très vite. Parce que tu trouves toujours des trucs de foufou, moins cher, généralement moins cher qu'en France. Hein. Par exemple, pour vous donner un exemple de base, une figurine Bande Presto que vous allez payer ici 35 euros, 40 euros, vous pouvez la trouver assez rapidement, assez facilement au Japon. 1500, 2000 yens, allez, 2500 yens max, si elle est un peu rare, un peu cotée. Donc vous êtes là, vous allez faire, oh, il y a plein de choses, il y a cool, ah, putain, cette Nami, je la voulais absolument, elle est là, elle est bien, allez, je la prends, je la prends. Puis ça chiffre assez vite, hein, c'est un peu comme tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le budget aussi? Il y a des choses qu'on oublie dans le budget assez souvent. Euh, Non, ouais, il y a aussi, bah, alors généralement, tout ce qui est musée, tout ce qui est visite, c'est généralement pas très très cher. Ça, pour le coup, faut rendre à César ce qui est à César. Les visites de patrimoine culturel, tout ça, même les visites guidées, elles sont vraiment pas très très chères. Et moi, j'ai visité des temples en visite guidée avec des moines, des trucs comme ça qui nous ont expliqué les choses. Ça m'a coûté 300 yens, quoi. Donc c'était rien, 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 rien. Donc voilà, ça se fait facilement. Ce genre d'activité touristique culturelle, ça va pas vous coûter une blinde. C'est vraiment tout ce qui est à côté, les déplacements. C'est le truc qu'on oublie d'anticiper les déplacements qui coûtent extrêmement cher, vraiment. Sachant que perso, j'ai testé tous les modes de déplacement. Hein. J'ai testé bah, le train, tout ça, c'est la base. Le taxi, qui est quand même moins cher. Le taxi, si vous hésitez, allez-y. Hein. N'hésitez pas à en prendre un parce que ça vous sauve, des fois, ça vous sauve la vie et ça coûte pas si cher que ça le taxi. Bah, l'avion, tout ça, machin, le bateau, les ferries, les bus, les machins, trucs comme ça. J'ai même loué une bagnole. Louer une bagnole pour conduire au Japon, donc ça coûte pas non plus excessivement cher de louer une voiture. Par contre, c'est un mode de conduite particulier. Et oui, le Japon conduit comme l'Angleterre, hein, conduit à gauche, et puis il y a un code de la route qui est pas le même, donc il faut le connaître. Mais tout ça, en règle générale, se passe plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien, plutôt bien. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu au sujet du jour. Je voulais
Je voulais vous parler donc, de cette petite ville de Kinosaki. Donc, je vous explique comment j'ai découvert ça. C'était l'époque où je travaillais donc pour Japan FM et on avait de temps en temps des préfectures qui nous contactaient pour faire un peu la promotion de certains lieux touristiques, pour que les gens n'aillent pas que à Tokyo justement. Et la petite ville de Kinosaki nous avait envoyé un message et moi je passais pas trop loin lors d'un de mes voyages personnels. Du coup mon patron me dit bah écoute ça te dérange pas d'aller passer 2 jours à Kinosaki, de nous tourner un petit reportage. Moi ça me dérange absolument pas, c'était invité, tout ça c'était cool. Donc je suis allé faire ce reportage. Et honnêtement, je m'y attendais pas. Je suis tombé en amour pour cette ville, vraiment. C'est une petite ville de 4000 habitants. Et il y a la particularité, c'est que pour 4000 habitants, il y a 7, je crois que c'est 7 onsen, voire plus. Donc vous savez que les onsen, moi je kiffe hein, les bains japonais. Ah là là, je suis Thermae Romae all the way, quoi. Et du coup, je suis allé visiter cette ville et j'ai fait ce reportage. Et je vais vous le présenter, ce reportage. Vous allez entendre ma voix en voix off. Vous pourrez vous moquer. C'était ma première voix off. Et on va arrêter régulièrement. Je vais regarder un peu le chat. Je vais surveiller un petit peu ce que vous me dites. Et du coup, on va pouvoir voir ça tranquillement. On va voir si ça vous convient. Voilà. Alors, je vais passer. Hello, salut Colline de Jambon. Eh bien, tu arrives au bon moment, Colline de Jambon. Nous allons passer à la diffusion. Je pense que le son est bien réglé. Ah, je vais le monter un petit peu plus. Je passe sur l'autre verlet. Puis hop là. Et nous allons lancer la vidéo. Prenez votre popcorn. C'est parti. Kinosaki est une petite ville d'environ 4000 habitants située sur la côte est de l'île de Honshu, dans la région du Kansai sur la préfecture du Hyogo. Il se situe au nord des villes de Kyoto, Kobe et Osaka. C'est en train, en partant d'Osaka justement, que nous nous y rendons. Le trajet est direct et ne prend que 3 heures. Au départ de Kyoto, le voyage dure une petite demi-heure de moins. Ce qui nous attire à Kinosaki, en premier lieu, c'est onsen. En effet, malgré sa taille modeste, la ville ne compte pas moins de 7 onsen publics et quelques onsen privés. Kinosaki est encore un joyau méconnu. Cependant, elle possède beaucoup d'atouts pour attirer les touristes en quête d'authenticité nippone. Tout est fait pour rendre leur... Je fais une petite pause là. Hein. Je vous dis que je commenterai un petit peu. Cette voix sensuelle, ça vous plaît, hein, cette voix sensuelle. Ceci est un magasin de matcha. Alors, si vous êtes comme moi, que vous êtes à fond sur le matcha, eh bien, ce magasin est là pour vous. Alors, le matcha, vous savez, c'est le thé en poudre japonais un petit peu amer, qui est décliné sous toutes ses formes au Japon. Hein, c'est matcha forever. Et je partage ce goût du matcha avec Kaorin-chan. Et là, vous avez dans ce magasin toutes les déclinaisons possibles du matcha, le matcha en glace, le matcha en chocolat, le matcha en parfait, la boisson matcha, le matcha latte, le matcha, enfin tout le matcha. Et le matcha, c'est la vie. Le matcha, c'est la vie, vraiment. leur séjour agréable. Ah, alors ça, je vous explique un petit truc. Je suis désolé, je vais faire des petites coupures comme ça. Donc là, vous avez l'allée qui mène vers un temple. Et je ne sais pas si vous voyez sur la droite de l'écran, il y a un espèce de petit panneau avec un œuf. Est-ce que vous voyez ce panneau avec un œuf? Alors non, alors, je te réponds après, Miss Parker, j'ai vu. Je finis mon histoire de l'œuf et je te réponds après. Donc cet œuf-là est un œuf cuit dans les eaux chaudes des onsen. C'est-à-dire que juste à côté de cette petite baraque jaune, là, vous voyez, il y a un puits d'eau chaude d'eau de source, d'eau thermale, dans lesquels il y a des petits sachets suspendus à des fils qui sont tenus par des sortes de baguettes en bois. Je pense que vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Dans lequel on fait cuire les œufs à la coque comme ça. Et on peut les manger, je crois que ça doit coûter 50 yens de l'œuf, un truc comme ça, donc 50 centimes d'euros, pour manger ton petit œuf comme ça, à la coque, cuit dans les eaux thermales. Pour répondre à ta question, Miss Parker, tu as vu les petites grenouilles. Alors, les petites grenouilles en pierre et les statues de pierre, alors il y a plusieurs choses que l'on a vues. On a vu des grenouilles et on a vu des petites stèles représentant les Bouddhas. Au Japon, il y a 2 religions principales. Il y a le shintoïsme, une religion animiste qui croit aux esprits de la nature, et le bouddhisme,
croit en Bouddha. Hein, voilà, qui est la philosophie qui croit en Bouddha, avec plusieurs écoles, je ne vais pas rentrer là dans le détail, ça pareil, une autre émission. Ce sont deux religions qui cohabitent sans problème, qui ne sont pas excluantes, on peut être shintoïste et bouddhiste en simultané, ça ne pose aucun problème. Ce sont des religions, voilà, vous pouvez être chrétien shintoïste, ça pose pas de problème, vous pouvez être musulman shintoïste, ça pose pas de problème, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, comme on a ces deux religions qui sont très présentes au Japon, tout ce qui est l'art religieux tourne autour de ça. Et là, c'est bien parce que vous avez eu deux exemples. D'un côté, vous avez eu les représentations de Bouddha sur les stèles, qui sont des stèles qui sont situées près d'un temple, donc qui représentent un petit peu les Bouddhas protecteurs de la ville. Et d'un autre côté, vous avez vu les grenouilles qui viennent, elles, de l'animisme, où on croit qu'effectivement, dans les esprits des animaux, dans les esprits des plantes, des arbres, il y a une part de divinité. Hein. C'est tout le folklore qui est très très bien représenté dans le cinéma de Miyazaki, hein, de Ghibli. Ouais, vous avez tout ce genre de choses qui sont présentes et qui, dans les temples, coexistent parce que ce sont deux religions qui sont profondément entremêlées. Les navettes des différents hôtels attendent les visiteurs devant la gare. L'office du tourisme ainsi qu'un service de livraison de bagages sont juste de l'autre côté de la rue. De plus, nous sommes en novembre. Alors voilà, je vous disais, c'est Thermae Romae. Donc là les petites images que vous voyez, c'est la boutique, c'est un peu l'office du tourisme du tourisme de Kinosaki, et ils vendaient les tomes de Thermae Romae parce que ça colle bien à l'esprit. Et c'est des gros tomes reliés, vous voyez, ils sont pas donnés, hein, ils sont autour de 50 balles le tome, ils sont vraiment pas donnés. Alors, tire-moi dessus, c'est pas pratique pour accepter les règles dans le chat, j'ai dû me cause sur mobile, le texte est trop important, fait dépasser la fenêtre, on peut pas le cacher. Euh, Cacher le hockey pour pouvoir parler. Ok, c'est noté, tiens-moi dessus. Bah écoute, on va voir ça avec mes modos. Et là, ils sont pas là aujourd'hui. Alors mes modos, c'est Ashrush et Fanou. Ils ne sont pas là, et là, ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, écoutez, on va essayer de réduire un peu le texte, ou trouver un moyen que ça pose pas de problème. Merci beaucoup pour ton retour. Et c'est le début de la saison du crabe Matsuba. Ah, Cette le spécialité crabe. locale nous accueille dès notre arrivée en ville. On est immédiatement séduit par le calme de la ville. Son architecture semble figée dans le temps. En fait, il ne s'agit pas que d'une impression. Kinosaki fut victime d'un tremblement de terre qui a provoqué un grand incendie en 1925. Alors, vous voyez la première image en noir et blanc là que vous avez vue, c'est l'état de la ville après le tremblement de terre et l'incendie. Il ne restait plus rien. Le truc a été rasé, quoi. C'est impressionnant. Et ils ont tout reconstruit la ville, pierre par pierre, pour que ça colle à l'esprit d'avant. Ils ont vraiment tout refait. Tu as fait ça pendant le voyage? Les deux, mon colonel, tire-moi dessus. En fait, c'était comme j'expliquais au début, c'était lors d'un de mes voyages personnels et comme je passais pas très loin et que ça collait pour mon boulot, j'ai pris 2-3 jours sur mon voyage personnel pour aller m'occuper de ce reportage. Voilà. Lors de la reconstruction, il fut décidé que la ville garderait une architecture traditionnelle alternant les bâtiments en dur et ceux en bois. L'ensemble ne dépassant pas les 2 étages. Alors je vous donne un petit indice sur la suite de la vidéo. Vous voyez, dans la fenêtre de ce bâtiment, il y a une espèce de daruma. Vous savez, les darumas, ce sont les têtes de moine qui servent à exaucer les souhaits. Et il y en a un en forme d'oiseau, un petit peu blanc avec les yeux rouges, là, vous voyez. En fait, c'est une cigogne. Vous allez guetter, j'en reparle un peu plus loin dans la vidéo, mais vous allez guetter dans les images les cigognes. Parce que la cigogne, c'est l'animal totem de la ville. Et vous allez voir qu'il y en a partout. C'est pas un bar à chouette, non. Non, c'est pas un bar à chouette, c'était pas la mode encore à l'époque. Une décision appliquée à la lettre, à quelques exceptions près. Alors, vous voyez, là, j'ai filmé ce plan un peu long là sur le Family Mart. Pour ceux qui sont allés au Japon, déjà, vous savez ce que c'est un Family Mart, c'est un convini. Et généralement, les convini, ces convenience stores, ce sont des petits magasins, des petits magasins genre supérette, qui sont ouverts 24 heures sur 24 toute la semaine. Euh, Et du coup, ces supérettes-là ont des devantures qui sont hyper codifiées, avec des couleurs précises. C'est des franchises, hein. Donc il y a Family Mart, 7-Eleven, Sam's, il y en a plein. Il y en a plein. Et là, exceptionnellement, pour la ville de Kinosaki, ils ont accepté de faire une façade en bois
avec juste le logo discrètement mis dessus pour ne pas nuire à l'architecture de la ville. Et ça, je trouve ça super intéressant. Pour accueillir les voyageurs, la ville ne compte pas moins de 74 ryokan et des hôtels de toute taille et de tout niveau de prix. Les chambres se louent à partir d'une cinquantaine d'euros la nuit. Ouais, ce que je vous disais, c'est que là aussi, ils ont bien compris le principe d'attirer tous les touristes et tous les gammes de touristes différents. Ça commence pour une petite chambre, pour un petit lieu pour dormir à 50 balles la nuit, ce qui est vraiment donné au Japon, hein. Une chambre d'hôtel à moins de 100 balles, c'est hyper rare, hein, vraiment. Et par contre, ça monte au super luxe. Et le super luxe, je vais vous le faire découvrir. Mais ne craignez pas que l'invasion touristique nuise au calme des lieux. Les établissements ne peuvent accueillir simultanément que 600 touristes. Aujourd'hui, c'est le plus prestigieux de tous qui nous ouvre ses portes, le Nishimuraya, pour une visite avec Sakura-san, une employée spécialisée dans l'accueil des touristes français. C'est un des ryokans plus connus, Kinesaki Onsen. Et les caractéristiques de ce ryokan, c'est la maison très authentique et historique. L'entrée et le bâtiment annexe Hyatakan, une salle de banquet, sont enregistrés comme bien culturel du Japon. Alors je me fais une petite pause là, je voulais pas interrompre Sakura-chan. Donc tire-moi dessus. En fait, c'est pas classé monument historique ou quoi que ce soit. On n'est pas dans cette idée-là. Par contre, là, cet établissement en particulier, il est au relais château. C'est-à-dire qu'il a été visité par les gens du guide relais château. Et il a été estampillé, je crois que c'est 3 étoiles relais château ou 2, je sais plus. Mais c'est vraiment un cas particulier. C'est rare au Japon ce genre de choses. Là, on est vraiment dans un établissement assez prestigieux. Quand tu parles d'entreprise, je sais pas si tu fais référence à mon entreprise à l'époque où je bossais là, où je bossais chez Japan FN. Là, il s'agit en fait de la préfecture en elle-même, c'est-à-dire de l'État japonais, qui voulait faire la promotion de ce lieu en particulier, le faire un peu découvrir, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'accès, c'est un peu loin des routes touristiques habituelles au Japon, qui m'a mandaté pour venir faire un reportage. Mais l'idée, c'était pas vraiment de dire faites de la publicité. C'était vraiment dans l'idée de faire un reportage. C'est-à-dire que si j'étais pas content de mon séjour ou que je voyais des problèmes, il n'y a aucun souci pour en parler. J'avais une liberté de ton absolue. Et par contre, ils m'ont mis à disposition la visite, ils m'ont mis à disposition un guide, ils m'ont mis à disposition des gens pour les interviewer. Mais après, j'étais très libre de mes mouvements. Il y avait certaines choses qui m'ont été mises en avant parce que bah, c'était important de découvrir dans le reportage, mais après j'ai pu un peu balader, et vous verrez dans la vidéo, il y a des choses qui n'étaient pas prévues que je suis allé découvrir, et c'était cool. J'admets que cette ville m'a tapé au cœur sur plein de choses, et du coup, là, la vidéo que vous voyez, elle est très enthousiaste, parce qu'il y a plein de choses cool dans cette ville. J'ai pas beaucoup de choses à dire de mal dessus, honnêtement, j'ai même quasiment rien à dire de mal dessus. Mais c'est pas parce que c'était une promotion, c'est vraiment parce que c'est ce que j'en ai pensé, très sincèrement. Ah, l'entreprise. Ouais, Family Mart. Ok, je vois. Donc je reviens. Alors Family Mart, c'est plus qu'une entreprise, c'est une institution au Japon. Family Mart, oui, ils ont fait l'exception, mais après ils avaient pas trop. Enfin, ils l'ont fait de bonne grâce. Il n'y a pas de souci là-dessus parce que généralement les gens de Family Mart sont pas débiles, et savent très bien que quand tu places un commerce de proximité, si tu t'aliènes la population locale, c'est compliqué, surtout quand tu es dans le service. Le conveni, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est convenient, il faut que ça soit pratique. C'est dans le nom de l'établissement. Donc il faut que ça soit quelque chose qui soit perçu comme positif et pratique par tout le voisinage, parce que c'est du commerce de proximité. Donc ils savent très très bien que dans une ville comme ça, bah, ça leur coûte pas très cher de s'adapter, et que comme ça, bah, ils vont garantir leur business. Parce que ils étaient allés au forceps en imposant leur devanture comme elle est partout, je pense que bah, déjà ils n'auraient pas eu les autorisations de construire, et que personne ne serait allé faire les courses là-bas, hein. C'est assez évident. Donc c'est vraiment un échange de bons procédés. Mais c'est rare, c'est très très rare. C'est pour ça que c'est important de le souligner. C'est pas rare parce que ils n'ont pas la volonté de le faire. C'est rare parce que cette ville est vraiment un cas particulier sur plein d'aspects. Euh,
Alors, je recale un petit peu au niveau où on en est là dans la vidéo. Vous avez vu un petit peu l'entrée de l'hôtel, tout ça, de l'auberge. Vous avez vu qu'il y a des chaussures qui sont mises à disposition des touristes, des résidents de l'hôtel. Il y a des parapluies qui sont mis à disposition. Et c'est tout basé sur un principe de confiance, c'est-à-dire que l'hôtel vous les file, vous avez la responsabilité de les ramener. Il y a très très rarement des gens qui les embarquent parce que les gens sont hyper respectueux là-bas. Et puis honnêtement, vous allez voir au prix de la chambre, si tu as les sous pour payer une chambre dans cet hôtel-là, t'es pas à un parapluie près. Là, l'image sur laquelle on est actuellement, c'est une partie. Alors, j'ai pas envie de vous dire une salle de bain parce que c'est pas vraiment une salle de bain, c'est vraiment un bain. C'est une partie d'un cento qui est dans une chambre. En fait, c'est privé ça. C'est inclus dans la chambre que vous louez et ça permet de se poser et d'avoir la vue sur le jardin. Vous pouvez vous poser à poil en serviette sur ce petit banc en bois là, à profiter un petit peu de la chaleur parce que c'est pas un hammam mais c'est pas loin et avoir une vue sur le jardin privé de l'hôtel qui est magnifique, vraiment splendide. Ça, c'est inclus dans une chambre. Mais vous allez voir, les chambres ont toutes leurs petites surprises, et vous allez voir, c'est cool. Donc, c'est très bien. Et dans la cour centrale, Là, vous avez le fameux jardin privé. Ce jardin n'est visible que de l'hôtel, parce que l'hôtel est construit autour de ce jardin. Vous pouvez vraiment le voir qu'à l'intérieur de l'hôtel. il y a ce jardin. Oui, c'est très Donc vous pouvez magnifique. profiter, il Oui, est je pense juste que c'est... splendide, avec la Oui. pluie qui tombe. On est béni aujourd'hui, on est vraiment béni. Alors ça, qu'est-ce que je suis fan de ça? Ce sont des tables avec un petit tison au milieu, avec un petit feu de camp, enfin un petit feu de camp, un petit, du charbon. Et ça vous réchauffe. Et là, ce jour-là, il pleuvait, il faisait pas très très beau. Et alors, on était très content de se réchauffer là. Le Nishimuraya représente l'excellence en termes de ryokan. Alors là aussi, c'est une boutique qui est inclue dans l'hôtel. C'est-à-dire que la boutique, il y a une boutique de souvenirs. Vous voyez, alors attendez, vous voyez ces petites boîtes là qu'il y a un peu partout. Ce sont des boîtes d'omiyage. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme omiyage? Attendez, je lis. Alors pour te répondre, encore une fois, tire-moi dessus. Effectivement, tu peux payer par carte, mais au Japon, tu découvriras que encore à l'heure actuelle, même si la carte bleue, les cartes de crédit ont bien progressé et sont de plus en plus utilisées, ça reste un pays qui règle la majeure partie de ses notes, tout ça, en liquide. Au Japon, il n'est pas rare de se balader avec énormément de liquide sur soi, et les paiements en carte bleue restent encore légèrement minoritaires, bien qu'ils ont bien bien remonté. Avant, on était, à l'époque où j'ai tourné ce reportage, on devait être à la proportion de 70-30, c'est-à-dire 30% des transactions qui se réglaient par carte bancaire et le reste qui se réglait en cash. Là, on doit être à 45-55 à peu près. Ça a bien progressé, mais on n'a pas encore franchi le cap parce que les Japonais sont très très attachés à leur monnaie fiduciaire et surtout parce qu'il y a une confiance totale. Il y a très peu de vols au Japon de liquide, donc on peut se balader avec sur soi 2000-3000 balles sans trop de problèmes. Voilà. Donc les petits omiyage, alors dites-moi. Voilà, c'est des boîtes avec des produits du coin qu'on ramène à ses amis de ses voyages pour leur faire partager un petit peu du voyage avec eux. C'est des petits gâteaux, des petits chocolats, des petits machins, des petits bidules, des petits chouettes. Et généralement, on va en acheter pour ramener des petits cadeaux à ses proches, à ses amis, à ses collègues de boulot, pour dire voilà, je suis allé faire un voyage, mais j'ai pensé à toi et je t'ai ramené un petit truc. C'est vraiment très profondément ancré dans la culture du Japon de ce principe de petits cadeaux. Ça vaut pas super cher, mais ça fait toujours plaisir et c'est très important d'en ramener. C'est vraiment très mal vu si vous revenez de voyage en ayant rien ramené pour vos amis. C'est un petit peu de l'impolitesse, hein, on est borderline. Il propose de nombreux services et abrite même un musée retraçant l'histoire de la ville. Il expose les trésors laissés par les différents hôtes prestigieux durant ses 90 ans d'existence, tels que des acteurs de théâtre ou des écrivains comme Shiga Naoya. Alors ça, alors le petit musée est pas très grand, hein, s'il fait 20 mètres carrés à tout casser. Il est assez joli, avec des pièces très très rares.
Et là, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un kit de calligraphie en fait. Vous voyez la grande plaque qui est en haut à droite là, c'est là, pardon, c'est pour mettre l'encre tout simplement. Alors attendez, je regarde un petit peu. Oui, l'armure de samouraï, elle déboîte, hein, elle est super belle. Salut Antonin, bienvenue. Hey, merci pour le cadeau. Merci Antonin, ça fait plaisir. Bienvenue sur cette première émission du Yokoso. Je suis content que tu la regardes avec moi. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, alors, tire-moi dessus. Mais pour le coup, genre la boutique pour les touristes. Non, le Family Mart, c'est, comme je vous dis, le Family Mart, c'est vraiment, Convini, c'est vraiment une supérette. Donc tout le monde achète au Family Mart. C'est vraiment pas que pour les touristes. Non, non. Ces chambres sont aussi vastes qu'onéreuses. Comptez quand même entre 700 et 1000 euros la nuit pour la plus luxueuse selon les périodes. Elles proposent néanmoins un cadre et un calme des plus rares. On les recommandera aux couples en voyage de noces ou à des petites familles en quête de quiétude. Si vous en avez le budget, on vous recommande chaudement la chambre 28, Aska, qui contient un magnifique Rotenburo privé. Alors ça, c'est la classe absolue, ça. Ça, c'est la classe absolue. C'est-à-dire que dans ta chambre d'hôtel, tu as ton propre onsen. Tu as ton propre onsen en extérieur, juste pour toi. Ton petit onsen à toi, sachant que le onsen, c'est quelque chose qui généralement c'est public, donc on y va avec d'autres gens, voilà, on profite de ce bain relaxant dans la nudité la plus totale. Voilà, je vous mets tout de suite à l'aise là-dessus. Donc là, on a son petit onsen privatif qui permet d'aller se faire un petit onsen avec sa chérie, par exemple. Mais effectivement, voilà, c'est un budget, hein, 700 balles, 1000 balles la nuit, vous pensez bien que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors, les chambres sont immenses, hein, on peut facilement y loger à 5-6 personnes sans problème. Donc, quand on est une famille, au final, quand tu sais qu'une chambre solo, ça coûte à peu près 100 balles, bah tu te dis, voilà, on est une famille de 5 personnes, bon, au final, on paye 200 € de plus la nuit, mais on est bien. Et généralement, les gens, quand ils viennent dans ces chambres-là, c'est pour y passer le week-end, ils y passent 2 jours, donc ils y passent une nuit, en fait, une nuit ou 2 nuits maximum. Donc, parce que les Japonais, comme vous le savez, prennent très peu de vacances, ils prennent grosso modo quelques jours fériés et la Golden Week, donc une semaine, un peu plus, 10 jours. Donc là, on a du budget, on se fait plaisir, on va passer que 2 jours en vacances, mais on va se mettre bien. Et c'est pour ça que ce genre d'établissement existe depuis très longtemps et a toujours du succès malgré ses tarifs. 90 ans d'existence, je vous le rappelle. En ce qui nous concerne, nous passerons la nuit dans un autre hôtel un peu plus à l'extérieur de la ville, le Nishimuraya Hotel Shogetstay, plus grand et un peu moins traditionnel dans son aspect extérieur. Voilà. Donc vous voyez, sur les chambres, quand vous réservez votre chambre, on va vous mettre votre nom sur chaque chambre. Là, pour le coup, c'était pour le billet de Japan FM, donc j'étais Japan FM Sama. Donc le petit kanji à côté du Japan FM, c'est le Sama. Vous savez, le Sama honorifique. Quand on appelle quelqu'un, généralement on met son nom et San. Genre, je sais pas, moi, Mikako-san, Yukimara-san, Sanada-san, ou un truc comme ça. Vous savez, bon, pour ceux qui regardent un peu des animes, tout ça, vous savez qu'il y a aussi d'autres suffixes comme kun, comme chan qui existent aussi, et il y a le suffixe sama. Et sama, c'est au-dessus, c'est le soleil. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour les clients. Voilà. Donc j'avais la chambre 305. On nous y propose pour le dîner un repas composé des spécialités locales, le fameux crabe matsuba décliné sous toutes ses formes, mais aussi le bœuf Tajima dont la qualité n'a rien à envier au bœuf de Kobe. Alors, je vais vous raconter un petit truc par rapport à ce repas. Il y a une petite anecdote qui est vraiment, vraiment cool. Donc, on est convié dans cette chambre qui, vous voyez, est quand même assez luxe. Et on nous dit, voilà, on voudrait que vous avez le repas. Et après le repas, vous avez quartier libre. On vous a juste réservé une session il y avait un onsen dans l'hôtel. Donc on vous a réservé une session dans un onsen de l'hôtel. Ça, je reviendrai après dessus. Mais après, c'est bon, quartier libre, vous avez fini votre journée. Et moi, tu vois, tu me dis qu'il y a 7 onsen dans la ville. J'ai envie d'aller les faire, les 7 onsen. J'ai envie d'aller balader dans cette ville. Donc je me dis, ok, le repas, ça va aller vite, très bien. Les onsen, ils ferment à 11 h du soir. On a encore 2 heures. J'ai le temps de me faire au moins 2 onsen en 2 heures. Allez, ça va être la folie. Donc je me chauffe, tu vois, je me chauffe mentalement.
Et ce que j'avais pas, là, mon incommensurable erreur, ce que je n'avais pas prévu, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que le repas, il faisait 1 heure et demie, le repas. C'était pas un petit repas d'une demi-heure. Parce que les mecs, ils nous ont apporté des plats toutes les 10 minutes. Et c'est des petits plats, vous voyez, des trucs super bien préparés, il y a 3 bouchées dedans, mais c'est hyper bon, c'est plein de saveurs et tout. Et t'es là, tu fais, mais les mecs, ils nous ont apporté 15 plats. 15 plats avec les desserts tout. Et à chaque fois, ils disaient, alors il y a ça, puis il y a ça, et puis il y a ça. Alors moi, j'ai un appétit, hein, vous voyez ma carrure, tout ça. Mais j'étais refait, quoi. Je me mais arrêtez, n'en jetez plus. Et c'était plein de petites portions avec plein de saveurs différentes. C'était la folie. Mais du coup, j'ai pu faire après, j'ai pu faire qu'un seul onsen parce que j'avais plus le temps. Mais la cerise sur le gâteau, paradoxalement, Alors voilà, ça c'est ce que je vous disais après. Alors dans cet hôtel, vous pouvez réserver, c'est-à-dire d'une heure à une certaine heure, pendant 1 heure et demie, des espèces de petits onsen privatifs. Donc c'est des espèces de petits appartements avec les onsen inclus dedans. Et vous pouvez les réserver, genre aujourd'hui, j'ai de 18h à 18h30, j'y vais, là, et après vous passez à une personne suivante. Mais ça permet d'avoir un endroit tranquille. Vous voyez que c'est vraiment fait pour les familles. Tous ces trucs-là, c'est vraiment fait pour les familles, parce que c'est fait pour se détendre en famille. Et vous allez voir comment c'est foutu. Ce que vous allez voir à partir de maintenant n'est pas une chambre d'hôtel, c'est vraiment juste un onsen qui se loue à l'heure. n'est pas culinaire. Il s'agit de plusieurs onsen privés que l'on peut louer pour environ 200 € les 70 minutes. Celui-ci vous propose, en plus du bain, une sorte de mini sauna, ainsi qu'un bel espace pour se relaxer et se rafraîchir. Vous pouvez constater que l'eau Vous avez noté la petite bouteille de champomis au milieu, hein, voilà. des onsen de Kinosaki est transparente et non pas d'un brun orangé, voire opaque, comme c'est souvent le cas à cause des minéraux contenus dans l'eau. En effet, elle est chargée en sodium, ce qui la rend propre à la consommation. Vous pourrez d'ailleurs y goûter dans une des fontaines du centre-ville. Alors les petites coupes qui sont là, ce sont des coupes à disposition, ils sont évidemment, vous les lavez, il n'y a pas de problème là-dessus, pour goûter l'eau de la ville. Alors maintenant, en période de Covid, pensez bien que ça doit plus être possible, mais c'était une possibilité à l'époque. Et ça, c'est le cours d'eau qui traverse la ville. En fait, cette ville est composée grosso modo de 2 rues qui suivent ce cours d'eau, parce que 4000 habitants, c'est pas beaucoup, et 2 rues principales, 2 artères principales qui suivent ce cours d'eau, et ce cours d'eau est café de Carpecoy, c'est magnifique. Revenons d'ailleurs aux fameux onsen de la ville. Ils sont disséminés tout au long de la rue principale. Ils sont tous d'architecture et de taille très différentes. Le prix d'entrée d'un onsen varie entre 800 et 600 yens. Néanmoins, si vous souhaitez tous les essayer, ce que je vous recommande, il existe un pass vous y donnant libre accès durant la durée de votre séjour, du check-in au check-out. Ce pass vous sera soit offert avec votre chambre dans la plupart des ryokan, soit il vous en coûtera 1200 yens, un peu plus de 10 €. Alors, je vois un petit peu vos questions sur le chat. Alors, aux collines de Jambon, alors toutes les eaux de onsen ne se boivent pas. Il y a des eaux de onsen qui ne sont pas propres à la consommation, notamment quand elles sont très très chargées en fer, les eaux oranges. Euh, je sais pas si elles sont très propres à la consommation. Il y a des eaux, enfin les eaux chargées en fer encore, je pense que ça pose pas de problème. Mais il y a des eaux qui sont sulfurisées, c'est-à-dire qui sont chargées en soufre, en sulfure. Elles ont une odeur très particulière. Ça, non, il faut pas. Le soufre, c'est du poison, il faut pas en boire, hein. Non, non. Mais là, c'est une eau qui est juste chargée en sodium, donc en sel, grosso modo. Donc c'est une eau qui est chargée en minéraux naturels que tu bois dans de l'eau de source de base. Donc oui, celle-là, tu peux la boire. Tu vas pas la boire à même l'onsen. Faut pas être débile non plus, parce que les eaux de onsen, elles sont en moyenne entre 35 et 40 degrés en température. Donc ça fait un peu chaud pour faire ton thé, tu vois. Mais tu as des fontaines, généralement des trucs mis à disposition avec les eaux de onsen quand elles sont propres à la consommation. Donc tu peux, et puis on peut te les proposer aussi comme mode de thé, oui, effectivement. Ensuite, Tenchi World, mais avec toute cette eau à l'intérieur, on ne ressent pas la forte humidité de toutes ces pièces, ça doit être l'enfer à entretenir. Non, parce que ce sont des. Alors, non, c'est pas de l'eau à l'intérieur, ce sont des onsen. Alors, il y a des onsen où, effectivement, qui sont des onsen fermés,
Mais la plupart des onsen sont... alors, onsen, ça veut dire normalement dans une pièce, et il y a les Olotenbolo qui sont à l'extérieur. Et ce que vous avez vu jusqu'à présent, ce sont des Olotenbolo, c'est-à-dire des bains qui sont à l'extérieur. Par exemple, dans la chambre, la fameuse chambre de l'hôtel avec le petit Rottenbolo privé, vous avez vu, on ouvre une porte, on sort à l'extérieur dans le jardin et il y a le bain qui est là. Donc ça, il n'y a pas de problème d'humidité. Là, pareil, la partie locative de l'hôtel, en fait, si vous avez fait très attention, il y a une espèce de baie vitrée et le bain est à l'extérieur. Donc il n'y a pas de souci d'humidité non plus. La pièce avec le hammam, elle est fermée de manière hermétique, donc l'humidité ne se répand pas dans le reste de la pièce. Donc il n'y a pas de souci. Et généralement, et là je vais dire en règle générale pour le Japon, les salles de bain au Japon sont conçues de telle manière que ce sont en fait, elles sont totalement imperméables. C'est-à-dire que ce sont en fait des gros caissons de plastique dans la plupart du temps qui sont où tu peux foutre de l'eau partout, donc de toute façon tout est fait pour être drainé, pour être machin, donc il n'y a pas de problème d'humidité ou quoi que ce soit parce que c'est vraiment conçu pour. Donc c'est très très rare que tu aies des problèmes d'humidité dans un onsen, parce qu'en plus ils sont nettoyés hyper régulièrement, tous les jours en plus. Tu peux avoir dans des endroits mal entretenus, dans des endroits où ça pose des soucis, tu peux avoir ce qu'on appelle les fameux kabis, donc la moisissure. Mais c'est vraiment, il faut vraiment que tu te trouves dans un lieu crade. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein, vraiment. Euh, Ça peut arriver dans des salles de bain privées quand tu les entretiens pas assez ou que tu les aères pas assez, qu'il y a un peu de cabis qui se mettent, mais ça se nettoie. Il y a des produits exprès pour, des produits en plus qui sont plutôt respectueux de la nature, donc ça pose pas de problème. Ça se nettoie très facilement. C'est cette espèce de petite pellicule noire là qui a tendance à se mettre. Tu passes un coup et c'est réglé, hein. Alors, poum, poum, poum. Ouais, le pass, il est pas cher. Puis alors, quand vous prenez une chambre d'hôtel un peu up, généralement, le pass, il vous est offert, hein. Si vous prenez une chambre d'hôtel à plus de 100 balles, généralement, le pass, il est dedans, hein. Oui, bah justement, j'en parlais pour les œufs. Là, c'est le cas aussi, mais effectivement, il y a mais dans les œufs cuits dans l'eau soufrée, c'est pas un problème, parce que la coquille, en fait, le soufre pénètre pas l'œuf en règle générale. Mais bon, le soufre, en grosso modo, faut pas en abuser. Voilà. Ce qui est plutôt une bonne affaire, sachant qu'au-delà du check-out, il vous donne aussi accès à un tarif réduit jusqu'à 15 heures. Vous voyez, ce que je vous disais, la ville, elle est construite. Voilà, est-ce que vous voyez ma souris? Donc là, c'est le téléphérique qui monte au temple de la ville. Là, cette ligne-là, là. Le temple est extrêmement en hauteur. On conseille d'y aller en téléphérique, je vais vous expliquer pourquoi après. Et vous voyez, la ville, c'est une, deux rues. Voilà, la ville, c'est ça. C'est juste ça. C'est coincé entre deux montagnes, au bord du fleuve. C'est tout planqué. De plus, il faut savoir que les onsen de Kinosaki sont ouverts aux personnes qui sont tatouées, ce qui est une bonne nouvelle pour beaucoup de touristes. Alors, je vais quand même faire une précision à ce niveau. Je vais faire une petite précision pour le tatouage. Alors, le tatouage, le Japon à la base interdisait le tatouage dans les bains publics, dans les onsen, pour une simple raison, c'est que les seules personnes au Japon, enfin l'immense majorité des personnes au Japon qui étaient tatouées, ce sont les yakuza. Yakuza, ce sont les organisations mafieuses du Japon. À ne pas comparer trop ça avec les mafias italiennes, tout ça, parce que ça fonctionne pas vraiment pas pareil. Mais bref, c'était une manière polie et détournée de dire les Yakuza, pas trop, s'il vous plaît, parce qu'on ne veut pas que les Yakuza se mélangent à la population civile. Donc, c'était un peu comme ça. L'autre partie de la population était concernée par le tatouage, sont plutôt les artistes, le milieu underground, donc aussi c'était une bande de la population qu'on ne voulait pas qui se mêle trop aux autres. C'était comme ça, il n'y a pas de jugement de ma part là-dessus, ça fonctionnait comme ça. Voilà. Est venu le problème du tourisme. Dire des étrangers tout tatoués, il y en a plein et c'est pas forcément des yakuza. Donc on fait quoi? Donc il a fallu trouver une astuce. Donc la politique globale, c'est de dire est-ce que du coup essayons d'ouvrir les onsen aux gens tatoués, c'est pas grave, voilà. Et la consigne du gouvernement, on parle bien de consigne du gouvernement, c'est ça. C'est bon le tatouage, on le tolère et puis voilà. Maintenant,
Dans la réalité des faits, c'est un peu différent. Dans la réalité des faits, ce qui se représente, c'est qu'on distingue les tatouages fashion des tatouages traditionnels. Donc, si vous vous pointez avec un magnifique petit papillon au bas de vos fesses ou un truc comme ça posera pas de problème. Il y a aussi une taille de tatouage limite. On est à peu près dans un truc comme ça, à peu près 15-20 cm maximum de large pour le tatouage. Voilà. Il y a certains onsen où on vous autorisera à y aller à partir du moment où vous les recouvrez, vos tatouages. C'est-à-dire que vous mettez soit un pansement dessus, soit un truc comme ça, donc il ne faut pas que ça soit trop grand. Vous voyez, là, il n'y a pas ce problème-là. Par contre, si vous avez un tatouage traditionnel, c'est-à-dire dans les motifs traditionnels japonais, à savoir les motifs qu'on retrouve souvent chez les Yakuza, là, pour le coup, c'est moins la fête. C'est beaucoup moins la fête. Parce que, en fait, même si vous êtes d'aspect occidental, c'est-à-dire que vous n'avez pas un air asiatique ni quoi que ce soit, que vous êtes des bons caucasiens, il faut savoir que les Yakuza, il n'y a pas que des Japonais. Et non, même au Japon. Il y a des Yakuza russes, par exemple. Il y a des Yakuza de différentes nationalités qui peuvent avoir des tatouages de Yakuza et ne pas être d'origine japonaise. Il faut savoir que les Yakuza, pour le recrutement, ils sont beaucoup plus diversifiés ethniquement que le reste du Japon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc du coup, et puis c'est des motifs qui sont faits aussi pour, vous savez, les motifs un peu tradis, genre les dragons, les tigres, les hanya, les oni, tout ça. En grosso modo, ça peut faire un peu peur aux enfants, aux familles. Donc ça sera beaucoup plus tendax pour vous faire rentrer. Moi, jusqu'à présent, et quand j'ai fait ce reportage, j'avais qu'un tout petit tatouage, que j'avais un tatouage au niveau de la cheville, qui était pas monstrueux, qui faisait à peu près cette taille-là, donc je pu le planquer sans trop de problème. Là maintenant, j'ai un énorme tatouage traditionnel qui me fait toute l'épaule, et qui est très, très dans la lignée Yakuza dans tous les sens, et là ça va être plus compliqué. Donc moi je pense que même si maintenant on dit que c'est tatouage friendly, tout ça, je pense que je vais devoir me contenter des onsen privés, c'est-à-dire de me louer mon petit onsen à la demi-journée pour moi, le payer beaucoup plus cher, mais devoir procéder comme ça parce que je vais pas trop avoir le choix. Alors, oui, alors là, on est sur autre chose, hein. Sur les Yakuza, pareil, on en reparlera parce que ça a beaucoup évolué ces dernières années. On est sur beaucoup de choses. Continuons un petit peu le reportage. À titre Salut. personnel, je vous recommande le Salut Mr. Plaza Scar, le Scrib. plus petit des onsen de la ville. Le Yanagyu, où l'eau est censée être la plus chaude, approchant les 60 degrés à la sortie de la source. Alors là, j'ai un peu triché, j'ai pas pu filmer dans le Yanagyu. Je vous dis la vérité, parce que c'est un onsen public et j'y étais pas tout seul, et donc c'était compliqué pour moi d'y filmer. Alors, c'est pas du tout ça. Là, j'ai repris des images du onsen de l'hôtel parce que j'avais pas trop le choix pour illustrer ce passage-là. Mais alors, le Yanagyu, là, on est vraiment sur quelque chose de traditionnel à l'ancienne, hein, avec un tout petit bain. Il est vraiment cool, mais c'est vraiment un tout autre décor, hein. On est sur quelque chose de beaucoup moins moderne que ça, hein. Mais d'où viennent tous ces onsen? Noro Randria, notre guide, nous raconte les deux légendes qui sont liées aux sources chaudes de Kinosaki. Alors, la première légende est liée à l'histoire des cigognes. Ces cigognes sont un petit peu un symbole de la ville, pardon, la cigogne orientale. Donc, une des légendes raconte qu'il y a 1300 ans environ, une cigogne blessée, à la patte blessée, se serait posée dans les eaux d'une rizière. Et au bout de quelques jours, sa patte était guérie, donc elle s'est envolée. Et au moment où elle s'est envolée, une source aurait jailli. Et les eaux de cette source seraient utilisées dans un des onsen actuels de Kinosaki, donc qui s'appelle Ko no Yu, littéralement le bain de la cigogne. Donc voilà pour la première légende. Et la deuxième légende est liée aussi à une histoire qui serait apparue à la même période, il y a 1300 ans à peu près, où un moine serait venu à Kinosaki et il aurait reçu une vision qui lui a dit on lui aurait dit de prier pendant 1000 jours pour sauver les âmes des personnes qui souffraient de maladies en fait.
Et donc, il se serait réfugié dans la montagne et pendant 1000 jours, il aurait prié sans boire, sans manger, sans dormir. Il a prié, prié, prié. Et au bout du 1000e jour, pareil, une source aurait jailli dans la ville. Et on dit aussi que l'eau de cette source est utilisée dans un des onsen de Kinosaki. Celui-ci s'appelle Mandara-yu. Et donc voilà. Et il y a un temple aussi qui est à Kinosaki, le Onsenji, qui est dédié à ce moine. Alors, petite pause. Pour répondre à vos questions, je voulais pas interrompre Noro, qui est quelqu'un de formidable. Noro, c'est vraiment une personne que j'ai beaucoup appréciée, qui était mon guide, qui est française, qui travaillait au Japon, qui travaillait justement à l'Office du tourisme au Japon, et qui est revenue en France entre-temps. Je sais plus si elle bosse, je crois qu'elle bosse de nouveau à Osaka. Mais c'était une merveilleuse rencontre, Noro, et elle a même travaillé avec moi à un moment, donc c'était cool. Donc, pour répondre à Tire-moi dessus, est-ce que l'hôtel se repose sur la clientèle classique uniquement ou qu'ils organisent des événements pour attirer d'autres gens? Eh bien, la preuve en est, ce reportage était un événement, comme tu dis, pour attirer d'autres gens, fatalement. Donc oui, au-delà de l'hôtel en question, c'est plutôt la ville, en fait. C'est la ville et même la préfecture, j'ai envie de te dire, qui était dans une démarche d'attirer de nouvelles personnes, d'attirer des touristes un peu étrangers. Et du coup, ils ont essayé de faire la promotion. Et c'est aussi, vous retrouvez ça dans les démarches, le fait qu'on puisse loger dans cette ville à partir de 50 balles la nuit, 5000 yens la nuit, c'est rien. C'est pour attirer justement des voyageurs jeunes qui n'ont pas trop de thunes, des étudiants, des voyageurs qui baladent, qui font du trekking au Japon, tout ça. Donc ça, c'est une belle étape, vraiment, quand on fait de la randonnée au Japon, l'arrêt à Kinosaki, c'est une bonne idée. Donc c'est vraiment pour diversifier la clientèle que ça a été fait. Parce que la clientèle traditionnelle, elle reste toujours bien en place, mais quand on est une ville comme ça, on a envie de se développer, on a envie de se faire connaître. Quand on a un petit bijou comme ça, planqué dans un coin, bah, c'est bien de le connaître un petit peu. Faut pas que ça soit trop non plus, mais c'est ce que je disais, enfin si je vous ai entendu au début du reportage, la capacité maximum d'accueil de la ville au niveau touriste, c'est 600 personnes. Donc en règle générale, vous ne serez jamais noyé, il n'y aura jamais de débordement, parce qu'il y a cette règle qui fait qu'il n'y a jamais plus de 600 touristes à la fois. C'est-à-dire que si vous appelez et qu'il y a déjà, pour la période où vous les réservez, bah, que c'est déjà plein, on vous dira c'est plein et c'est tout. Et vous prendrez pour un peu plus tard ou un peu avant. Donc là-dessus, il n'y aura pas le danger d'être dans la surpopulation. Mais par contre, vous allez peut-être croiser un peu plus d'étrangers, un peu plus de Gaikokojin quand vous allez aller là-bas, parce que bah, peut-être que la ville aura réussi son pari. C'est un reportage qui date il y a quelques années, hein, qui date d'il y a 3-4 ans. Hein. Donc je sais pas comment ça s'est développé, j'y suis pas retourné encore, mais j'espère que ça a pris de bons auspices. Il y a des festivals, il y a des Matsuri, évidemment, on va en parler un petit peu plus après. Je sais pas si un festival de la cigogne en particulier, mais c'est vrai que c'est l'image, ça fait partie profondément de l'imagerie de la ville. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Je faudrait que je me renseigne savoir s'il y a un festival de la cigogne. C'est intéressant. Je, mais par contre, le Matsuri du temple, vous allez voir un temple là juste après. Oui, lui, il est présent, lui. Alors, tire-moi dessus, putain, tire-moi dessus, il a plein de questions, c'est trop bien. Alors, mais du coup, tu penses pas que vu le peu de place qu'ils sont dans la ville, donc le peu d'hébergement, ils auraient dû se spécialiser. Bah non. Honnêtement, je pense pas. Excuse-moi, j'ai tapé dans mon micro. Non, non, je suis désolé, tire-moi dessus. Je pense pas qu'ils auraient dû se spécialiser sur la clientèle de luxe. Tout simplement, bah déjà, c'est pas dans la mentalité japonaise de faire, enfin, comment te dire? J'allais dire une bêtise. J'allais dire que c'est pas dans la mentalité japonaise de faire de l'exclusion par du racisme de classe en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des cadres japonais qui sont très hautains, très riches et machin, qui se mélangent pas trop. Mais c'est plus dans le cadre de l'éducation, c'est plus dans le cadre des clubs, des trucs comme ça. Pour le tourisme, c'est pas la même chose, vraiment. Non, on est dans le principe de vraiment faire. Vous savez, quand vous allez visiter le Japon pour la première fois en tant que touriste, vous allez ressentir un truc assez important, que la population va vous être assez acquise et va vous faciliter la vie au maximum.
C'est-à-dire que vous cherchez un endroit, ils vont vous guider, quitte à vous prendre par la main, à prendre du temps sur leur journée pour vous y amener, même si c'est à 20 minutes de marche et tout, parce qu'ils veulent que vous... En fait, les Japonais sont très très attachés à quelque chose d'important pour eux, que les gens qui viennent visiter le Japon repartent avec une bonne image de leur voyage, repartent en étant contents de ce qu'ils ont vécu, et ils vont vraiment déployer des trésors de gentillesse pour que vous puissiez repartir vraiment avec du bonheur dans le cœur, en fait, c'est tout simplement ça, hein, pas besoin d'aller chercher plus loin. Et dans l'idée de la ville de Kino, ça peut paraître hyper naïf hein, comme mentalité, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et dans le cas de la ville de Kinosaki, c'est un petit peu ça, c'est qu'on a un truc cool, on a un truc à faire partager au-delà de considérations économiques, au-delà de faire rentrer du pognon dans la ville, parce que je pense qu'ils en ont vraiment même pas besoin des touristes. C'est vraiment l'idée de dire venez vivre cette expérience-là, venez un petit peu passer un week-end pour vous ressourcer, ça va vous faire du bien et vous allez être content. Et je pense que ça, c'est la motivation qui est au-dessus de toutes les autres motivations. Évidemment, s'il y a des retombées pécuniaires, s'il y a des retombées en termes d'achat, c'est bien sûr, c'est pas innocent. Il y a plein d'effets positifs. Si les commerçants vendent plus de trucs, ils sont contents aussi. Si ça peut faire vivre la ville, tant mieux. Si ça peut, voilà, si ça peut permettre aux gens qui sont là de vivre de plus convenablement, c'est évidemment que c'est une bonne chose. Mais c'est pas la première motivation. Parce que évidemment, ils pourraient se mettre genre en mode Courchevel ou en mode genre station balnéaire, pas balnéaire, mais là, station thermale réservée aux hyper riches, avec que des chambres à 700 balles, avec du luxe à ne plus savoir qu'en foutre, à n'accueillir que des gens qui sont blindés. Et je pense qu'ils vivraient très bien comme ça, hein, il n'y aurait pas de problème hein, à se mettre en mode Monaco, machin de ça. Mais non, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est vraiment, on a cette richesse, on veut la partager avec un maximum de gens. Donc c'est plutôt dans cette mentalité-là que c'est fait. Et je te jure, ça a l'air hyper naïf, mais je te jure qu'au Japon, on réfléchit comme ça. Vraiment. Euh, Mais c'est un, c'est le- au-delà du développement économique. Je te dis, le développement économique, il est, c'est un élément. C'est pas, c'est pas l'élément principal, mais c'est très important. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, non, l'accessibilité au lieu, c'est plus important. Il faut qu'un maximum de gens, s'ils ont envie de venir, puissent venir. Déjà, en fait, ils considèrent que déjà, tu viens dans leur pays, tu as fait des milliers de kilomètres pour venir, ils savent que le Japon, c'est pas un pays qui est facile d'accès. Si t'habites pas en Corée, en Chine ou pas trop loin, bah, tu vas tout de suite payer un billet d'avion un peu cher. C'est normal. Donc ils estiment que tu as déjà fait de venir au Japon, tu as fait déjà un effort. Hello, salut petit kitsune. Ensuite, tu as le principe que tu viens découvrir une culture qui n'est pas facile d'accès, parce que les Japonais ont tout à fait conscience qu'étant une culture insulaire, qu'étant une culture très particulière, c'est pas facile d'accès, leur langue n'est pas facile d'accès, leur culture n'est pas facile d'accès, ils sont toujours très très étonnés quand des gens sont passionnés de culture japonaise, parce qu'ils se disent mais c'est tellement aux antipodes de votre truc, comment vous faites pour vous intéresser à ça? C'est vraiment la réaction. Donc quand tu as fait cet effort-là, bah, ils vont essayer de te faciliter la vie un maximum. Et si tu peux justement avoir une petite chambre à 50 balles la nuit, et que ça te permet de passer un moment là, enfin, pour te donner un autre exemple, je sais pas si vous connaissez Ichiban, qui est un YouTuber qui fait beaucoup de vidéos pareil sur le Japon, dans ce mode touriste, lui c'est vraiment son fond de commerce. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé parce qu'on s'est croisé pas mal de fois en festival, parce qu'on avait des expériences en commun. On s'est même croisé une fois par le plus grand des hasards au milieu de Osaka, genre salut, t'es là, salut toi aussi, c'est cool. Et salut Sidéral, pas de problème, t'inquiète. Et à un moment, il me racontait, Ichiban, il disait, bah, à un moment, je baladais dans la campagne japonaise, j'avais pas trop prévu d'endroit où loger ou quoi que ce soit, j'étais un peu à l'aventure. Il y a un mec qui m'a accompagné, qui m'a pris un peu sous son aile et tout. Au début, je trouvais ça un peu chelou, il m'a proposé de dormir chez lui et tout. Je me suis dit, est-ce qu'il veut ce mec? Est-ce qu'il veut me. Tu sais, bah, le mec, tu sais, tous les scénarios qui te passent dans la tête. Est-ce que le mec, c'est pas un dérangé qui a envie de se buter un gaijin, ou est-ce qu'il est pas homo, il a pas envie de me draguer, ou un truc comme ça. Toutes les choses qui se passent sur la tête. En fait, donc, le mec était juste hyper gentil,
Et le mec l'a hébergé chez lui a fait à bouffer, lui a pris soin de lui, il a passé la nuit là et du coup il a pu continuer son périple, il a rien payé du tout, juste parce que le mec il était content qu'il y ait un étranger qui vienne découvrir sa région et que ça lui faisait plaisir de l'aider. On est dans cette mentalité-là. Vous, si vous, faut vraiment essayer. C'est humain. On juge toujours, on estime toujours les autres cultures par le filtre de sa propre culture. C'est normal. Personne ne vous reprochera ça. Mais il faut vraiment arriver un petit peu à s'éloigner de ça, à prendre du recul et à concevoir qu'au Japon, ça marche un peu différemment. Pas surtout, pas complètement, mais un petit peu. Il y a toujours ce petit décalage qu'il faut prendre en compte. Allez, on va balader au temple. J'ai trop parlé. La cigogne est devenue l'animal symbole de la ville, et on le retrouve représenté partout. Comme le disait Noro, elle a même un onsen dédié, le Ko-no-yu. Littéralement, Konoyu, c'est Ko, c'est la cigogne, Yu, c'est le bain, No, c'est l'appartenance, c'est littéralement le bain de la cigogne. L'espèce a néanmoins frôlé l'extinction. Elle ne doit sa survie qu'à un effort collectif des autorités et des agriculteurs. Aujourd'hui, une fragile population d'une trentaine d'individus évolue sous haute surveillance. Si la spiritualité des moines vous intéresse, il vous faudra prendre de la hauteur, soit à pied, soit en téléphérique, pour visiter le temple du Honsenji. Alors, avant qu'on aille au temple du Honsenji, je vais répondre à Miss Parker. Tu peux tout à fait te balader en tenue. Alors, généralement, les chambres d'hôtel te fournissent un yukata que tu peux mettre pour aller te balader dans les onsen, dans les trucs comme ça. Donc, un yukata, c'est un kimono très léger, c'est un kimono une couche très léger avec une ceinture, un hobby. Voilà. Donc généralement, t'en as qui sont fournis avec la chambre d'hôtel, excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte, qui sont très simples, qui fonctionnent bien, qui sont assez jolis. Si vous avez envie de vous mettre un peu plus dans le trip traditionnel, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, vous pouvez louer des tenues traditionnelles pour le week-end. Voilà. Donc oui, bah je suis en train de regarder ce que me dit Tire-moi dessus. Oui, tu commences à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Après, il y a quand même une logique de rentabilité. Hein. Les gens, il faut qu'ils vivent. Il y a pas de souci là-dessus. Mais disons que c'est une ville qui vivait jusqu'à présent sans problème, qui n'avait pas besoin de touristes en plus. Et si il s'ouvre à l'extérieur, la première motivation, c'est pas là-dessus parce que ça n'en avait pas besoin. C'est pas une ville qui va chercher à faire de la pub pour rentrer plus de thunes. Ils ont juste envie de se faire connaître. En fait, c'est plus dans cette idée-là, en fait. Et évidemment, si ça rajoute un peu plus de bénéfices, un peu plus de profit à la ville, bah, c'est tant mieux. Mais c'est pas leur motivation première. Donc allons faire un tour au Honsenji. Monnayant 300 yens, un moine vous servira de guide pour découvrir la richesse du lieu et la fameuse statue de 2,13 m de haut qui sera exposée à partir du 23 avril 2018 pendant seulement 3 ans, avant de se réfugier pendant 30 ans dans les entrailles du temple. Ce que tout le monde peut apprécier, c'est l'expérience de la douceur du mode de vie de Kinosaki. Promenez-vous en tenue traditionnelle, en louant ou en achetant votre yukata et vos accessoires chez Iloha. Vous pourrez compléter votre tenue avec des getas fabriqués à la main par un artisan qui fournit le cinéma. Une des autres spécialités locales étant la maroquinerie, pourquoi ne pas vous permettre une touche de modernité, une pochette ou un sac, dessiné par un des designers natifs de la ville. Alors là, c'est un peu le quart d'heure promo. Hein. Vous cachez pas que c'est la partie de la vidéo où je me suis un peu amusé à faire un peu la tournée des boutiques et à montrer un petit peu les trucs qui me faisaient délirer. Mais du coup, ça répond à ta question, tire-moi dessus. Donc, les industries principales de la ville de Kinosaki, il y a la pêche du crabe, comme j'en parlais en début de la vidéo. Il y a la maroquinerie. Ils sont très très connus pour la maroquinerie, pour le travail du cuir. L'artisan que vous avez vu qui fabrique les guettas, lui, c'est pas une industrie de la région, mais lui, il est natif de cette ville-là et il vient assez régulièrement faire des
des démonstrations, c'est-à-dire qu'il vient fabriquer les guettas devant vous et vous pouvez lui commander des guettas sur mesure, ce que j'ai fait. Le mec m'a fabriqué mes guettas à ma taille, sur mesure, avec le bois que je voulais, avec les couleurs que je voulais. Il m'a fait ça très rapidement et c'était cool. Mais c'était vraiment un coup de bol, hein. C'était vraiment un gros coup de bol qu'il soit là le jour où j'étais là, parce que le mec il est là une fois de temps en temps. La nana que vous avez vue dans la boutique de location de costumes, bah, elle vit principalement du tourisme parce qu'elle loue des tenues traditionnelles aux touristes. Mais voilà, les deux grosses industries du coin, c'est la pêche du crabe et la maroquinerie. Vous aurez ainsi la panoplie complète de l'épicurien japonais. Une fois équipé, profitez-en pour déguster un œuf à la coque ou une grappe de raisin local en prenant un bain de pied près du rocher de la source. Instruisez votre... Alors là, l'eau sort directement du rocher entre 50 et 60 degrés. C'est pour ça qu'elle fume pas mal. Vous avez vu un petit peu les détails. Oui, ça doit être possible d'en commander les guettas. Ça doit être possible. Faudrait que tu regardes, tu vois, sur son, je crois que c'était Motoko, le nom de son entreprise. Mais c'est mieux parce qu'il fait avec les matériaux qu'il reçoit. Donc moi j'avais du bol, je suis arrivé, il m'a dit voilà j'ai tel type de semelle, j'ai tel type de tissu, j'ai tel type de truc, tu veux quel modèle, tu veux comment, quel assemblage. Donc c'est cool de choisir sur place. Mais je pense que ça doit être commandable, oui, sans problème. votre entourage en expliquant que le nom de la mascotte de la ville à tête hexagonale, Gensan, vient des grottes basaltiques de Genbudo, à quelques minutes de Kinosaki. Alors, toutes les villes du Japon ont une mascotte. Ça doit être marqué dans la charte de la constitution du Japon. C'est pas possible autrement. Toutes les villes que j'ai visitées au Japon ont une mascotte qui est plus ou moins rigolote. Gensan, c'est pas, alors je vais être très honnête avec vous, c'est pas ma préférée, mais c'est vrai qu'il est rigolo, ce petit bonhomme barbu avec cette tête hexagonale. Passez d'un bain à un autre en prenant votre temps hors du temps. Soyez curieux en goûtant. Alors, ceci est une glace au crabe. Bienvenue au Japon. C'est littéralement une glace au crabe à 5 balles, enfin 680 yens, 5 balles et quelques. Je l'ai pas goûté, je peux pas vous dire quel goût ça a, je l'ai pas testé, j'ai pas osé, j'avoue. Je suis très très curieux de goût, mais voilà, j'avoue que là j'ai fait c'est un peu trop chelou pour moi, mais voilà. Par contre, vous allez voir après, il y a des bières locales, ça j'ai testé et elles déboîtent pas mal. Goûtant à la glace au crabe, ou peut-être un peu moins téméraire en savourant les différentes bières locales sur les bords du canal. Si vous préférez le chaud, pourquoi ne pas boire un thé en altitude au Kinosaki Terrace Café? Vous en profitez. Alors, petite parenthèse, vous voyez ces trois petites assiettes là qu'on peut payer. En fait, vous achetez ces petites assiettes, vous sortez du café, vous faites 20 mètres en sortant du café, et vous êtes à flanc de montagne, hein. Ce café est vraiment sur les hauteurs, hein. Et vous allez trouver une espèce de terrain en pente avec un pic et un anneau en fer. Ok. Et ben, vous avez un point dans lequel il faut vous mettre, et vous allez lancer vos trois assiettes pour essayer de passer dans le cerceau en fer, passer au milieu du cerceau avec votre assiette, et si vous arrivez à en passer, je crois que si vous arrivez à en passer une des trois, bah, votre souhait va se réaliser. Donc c'est un espèce de petit jeu d'adresse. Bon, les assiettes on les casse, hein, fatalement, mais c'est prévu pour, et en fait, c'est une manière de faire une sorte de prière. Voilà. Profiterez pour tenter d'exaucer vos vœux en lançant les petites assiettes dans le cerceau de métal. Avant de partir, n'oubliez pas de ramener des petits omiyage, histoire de garder une preuve de l'existence de ce lieu. Ou sinon, on ne vous croirait probablement pas. Alors, le monsieur qui monte là, il y a deux chemins pour aller au temple qui est dans la montagne. Il y a donc, vous avez vu le téléphérique, et il y a une route à pied qui est assez longue, mais voilà. Et nous, on est monté en téléphérique, et puis à un moment, je demande, je dis, bah, on est monté en téléphérique, mais est-ce qu'on redescendrait pas à pied? Parce que ça peut être sympa de voir un peu la région, de balader un petit peu, et puis de voir un petit peu la ville de haut, quoi. Et là, la guide nous a dit, alors on pourrait, mais non, parce que en ce moment, il y a des ours. D'accord.
Donc oui, il y a des fois. Alors lisez bien les panneaux quand vous baladez au Japon, parce que des fois il y a des animaux, voilà, qui sont. Alors les ours japonais sont pas plus agressifs que d'autres types d'ours, mais ils sont quand même, ce sont des animaux sauvages. Donc, bah, si des fois on vous dit n'allez pas vous balader, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et là, pour le coup, à ce moment-là, il y avait des ours qui baladaient pas trop loin de la ville. Donc, on demandait justement aux touristes de pas trop descendre à pied ou de pas monter à pied. Donc voilà. Et là, le début du chemin pour monter au temple, quand vous êtes dans la ville, c'est cette espèce d'escalier où vous avez vu le mec monter de manière très déterminée. Donc lui, il avait peut-être pas peur des ours. Kinosaki est un havre de paix dissimulé dans ce Japon encore trop méconnu. Un lieu à la fois très confidentiel, mais très riche, où un week-end suffit à vous faire oublier tous vos soucis. Voilà. On va repasser sur le. Voilà. On repasse là. Donc voilà, cette petite vidéo sur Kinosaki qui était bien sympa. J'espère que vous avez apprécié. C'était cool pour vous. J'ai laissé les crédits parce que je laisse toujours les crédits, que vous avez vu un peu qui a monté, qui a bossé un peu là-dessus. Ouais, c'est cool. Alors, des endroits comme ça au Japon, il y en a des milliards. Il y en a des milliards. Là, j'ai du bol de tomber là-dessus, mais des petits endroits un peu en dehors des sentiers battus, où vous allez découvrir plein de choses. Moi, voilà, je vais finir un petit peu ce live. Enfin, on est quelle heure il est? On a encore un peu de temps. Je vais finir un peu ce live en vous disant un truc très important. C'est que, en fait, il faut pas hésiter, quand on est au Japon, à aller se balader un peu à l'aventure. Un peu à l'aventure. Maintenant, on a tous des téléphones avec des GPS. Quand vous allez au Japon, vous prenez un pocket Wi-Fi, vous aurez Internet de partout, il n'y a pas de problème. Allez vous balader un petit peu, voilà, dans un quartier, un petit peu au gré, de dire allez, je vais à droite, je vais à gauche, machin. Vous vous perdrez rarement parce qu'au final, dans tous les cas, vous allez finir par tomber sur une gare ou justement sur un combini où ils vous diront où est la gare la plus proche. Vous pouvez demander ça au Convini, c'est tout sans problème. Et c'est comme ça qu'on découvre des petits joyaux cachés dans des petites rues, dans des trucs comme ça, dans des coins. Et c'est toujours des super expériences. J'ai découvert mais des milliers de trucs comme ça juste en allant dans un quartier, en sortant de la gare, en disant je vais par où? Par là, allez go. Et c'est parti. Et c'est parti, on va par là, on tourne à droite, à gauche, on fouille, on cherche et tout, et puis on trouve plein de trucs à chaque fois. C'est toujours improbable, c'est toujours des bonnes expériences. N'ayez pas peur si vous maîtrisez pas parfaitement le japonais. Je ne maîtrise pas parfaitement le japonais. N'ayez pas peur si vous maîtrisez pas parfaitement le japonais. Bah, vous trouverez toujours un moyen de vous débrouiller. Baragouiner trois mots d'anglais. Les Japonais, ils aiment pas trop parler anglais, mais voilà. Vous trouverez parfois des gens qui parlent français, hein, vous étonnez pas, hein. Il y a des Japonais qui parlent français, même très bien, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et n'hésitez pas à partir à l'aventure, vraiment. Je supporte plus, moi, alors mais ça c'est mon truc personnel, je supporte plus les voyages organisés. J'en ai quasiment jamais fait de ma vie. Quand j'en ai fait, c'est parce que j'étais obligé, que j'accompagnais d'autres personnes. C'est insupportable. On vous laisse rien faire. Vous êtes vraiment en mode troupeau. Et le Japon, ça se découvre pas comme ça. Donc, si on vous propose un voyage organisé, genre pour aller visiter les merveilles de Kyoto, les trucs comme ça, allez-y vous-même. Vous cassez pas la tête. C'est souvent des voyages qui sont excessivement chers d'ailleurs. Qui vous font payer bah, fatalement la marge de l'agence, quoi. Et puis le tarif du guide, mais au final, comme vous voyez au Japon, quand vous avez besoin de comprendre quelque chose, les guides, vous pouvez les payer pour, voilà, ils sont compris dans votre billet d'entrée pour 300 yens, quoi. Donc, pas besoin de payer 1000 balles, 2000 balles de plus son voyage pour avoir un voyage organisé. Honnêtement, c'est un pays qui est. Alors, il y a des exceptions, il y a des gens qui se sont perdus au Japon, il y a des gens qui ont disparu au Japon, hein. Je vais pas vous dire que c'est le pays le plus safe du monde, quoi. Non, c'est un pays qui reste quand même excessivement
calme, tranquille et sécurisé. J'ai jamais été aussi détendu qu'au Japon, c'est impressionnant. Le Japon, voilà, vous pouvez vous balader avec des liasses de billets, avec votre portefeuille, le balancer comme ça, on va pas vous le piquer, on va vous le ramener, vous perdez rien au Japon, c'est à vous dire, mais c'est désespérant. J'ai des potes qui à un moment ont fait tomber leur ordinateur portable du taxi où ils étaient parce qu'il était mal fixé, il s'est cassé la gueule du coffre, un truc comme ça. Ils l'ont retrouvé 1 heure plus tard, en repassant au même endroit, ils ont retrouvé leur ordinateur portable. Moi, j'ai oublié une sacoche avec mes clés de mon appartement, mon ordinateur portable aussi dans le train. Et ben, je l'ai retrouvé. Il n'y a pas eu de souci. J'ai perdu des choses. À un moment, j'ai perdu quand j'étais étudiant, j'avais pas une clé pour mon appartement, j'avais une carte. Et ces appartements, tu rentres avec une carte magnétique. J'avais perdu ma carte et j'ai eu beaucoup de soucis parce que je me disais, bon, en fait, la politique, pour vous dire, la politique du dorm, la politique de là où on était, là où on avait notre CTU, en fait, grosso modo, c'était une CTU, c'était si vous cassez votre carte, si voilà, si vous l'avez détruite, si elle est perdue corps et bien, bah vous rachetez une carte, c'est pas grave, ça coûte 30-40 balles, donc c'est pas un problème. Si vous l'avez perdue et que vous savez pas où elle est, dans l'éventualité où elle soit retrouvée par quelqu'un de mal intentionné, il faut changer toute la serrure, et là c'est plus la même, vous payez 300 balles. Moi, j'ai paumé ma carte, je savais plus où, une soirée de beuverie, et j'ai pas envie de repayer 300 balles, ça me cassait les couilles, donc je suis allé voir, j'ai fait tomber ma carte dans la flotte, je sais pas où elle est, je pense qu'elle reviendra jamais. Et on m'a dit, ok, on file une carte de remplacement, et puis on verra pour te la changer. Très bien. 2 jours après, il y a le taxi que j'avais pris pour rentrer de ma fameuse soirée de beuverie, qui s'est pointé, qui a fait, eh, j'ai retrouvé cette carte, et je crois que c'est un de vos élèves. Et galère. Donc, tu vois, je regrette encore à l'heure actuelle d'avoir menti là-dessus, mais ça m'a donné une bonne leçon. On ne perd absolument rien au Japon. C'est impressionnant. Je vais lire un peu vos commentaires parce que j'ai vu des pavés surgir et j'ai vu un pavé Antonin. Donc, je vais regarder ce qu'il en est. Euh, la figurine, bah oui, la figurine de Philippe, oui, bah il a retrouvé. Mais on ne perd rien au Japon, on ne perd rien. Impossible. Alors, Antonin, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a un mois, tu étais au Mexique. On m'a dit, si vous voulez sortir ce techniquement un peu. Euh, Oui, c'est pas la même ambiance au Mexique. Et j'ai envie de te dire, il y a dans d'autres pays où c'est pas la même ambiance. Tu vas au Brésil, c'est pas la même non plus. On te dit, traînez pas trop du côté des favelas, garçon. Non, là au Japon, on risque pas de t'enlever, hein, honnêtement, à moins d'un cas extrêmement particulier, non. Tu risques de te paumer si tu vas faire du trekking dans les forêts, parce que les forêts au Japon, on peut s'y paumer facilement. Mais en règle générale, t'es plutôt sécure, hein. Et je dis ça aussi. Alors les demoiselles, c'est un peu plus particulier. Vous êtes, en règle générale, mesdemoiselles, au Japon, vous êtes un peu une denrée exotique. Donc, généralement, les gens vont être dans l'immense majorité extrêmement respectueux de votre personne. Ça va même vous changer des transports en commun parisiens ou d'autres grandes villes. Par contre, quand vous allez tomber sur des chelous, ça va être des chelous, mais niveau gratiné. C'est parce que les mecs qui vont aborder les étrangères, c'est qu'ils sont très très motivés pour y aller et qu'ils ont le truc de passer le câble. Et si vous avez en plus la chance de comprendre un peu le japonais, des fois vous allez entendre des trucs, mais venus de Mars, hein, vraiment, hein, des discours. J'ai pas mal de copines qui se sont fait draguer au Japon par des japonais. Bon, elles se débrouillent toutes seules, c'est des grandes filles, voilà, elles n'étaient pas impressionnées. Mais des fois, elles ont entendu des trucs, elles ont fait c'est un peu triste ce que tu me dis, et c'est surtout très très glauque. Je sais pas si tu essaies d'attirer ma sympathie, mais c'est pas gagné. Genre le mec qui suivait une copine à moi qui commence à lui dire ouais, t'as pas l'air comme les japonaises, t'as l'air cool et tout. Et puis en fait, toujours en lui disant ça, il quittait pas sa poitrine des yeux en fait. Elle était là, elle fait ouais, d'accord, je suis pas comme les autres japonaises, ok, moi j'ai des gros seins. Très bien. C'est à ça que tu vas en venir, ok. Donc attendez-vous à ce genre de choses, mesdemoiselles, mais ça reste extrêmement rare. Extrêmement rare. Euh,
Tac, tac, tac. Oui, c'est une autre culture, tout à fait. Non, 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 c'est pas le plus gros pays de pervers. Il y a des pays beaucoup plus pervers que le Japon. Je te l'apprends peut-être. Mais honnêtement, il y a des pays où il y a beaucoup plus de perversion qu'au Japon. Au Japon, il y a une grosse liberté par rapport. Il y a une espèce de paradoxe, c'est que d'un côté, il y a des mœurs qui sont beaucoup plus libres sur certains aspects. Il y a une relation au sexe où il n'y a pas le poids de la culpabilité judéo-chrétienne. Donc fatalement, c'est un peu plus, c'est considéré comme quelque chose de pas tabou et de pas trop grave. Enfin, c'est tabou d'en parler, mais la pratique du sexe, une nana qui va se taper plein de partenaires, tout le monde s'en bat les couilles. Tant qu'elle est pas mariée, on s'en fout, hein, elle fait sa vie, hein. On traitera jamais une nana de salope si elle a trois petits copains en même temps. Ça, non, pas de problème là-dessus. Pareil pour les garçons, voilà. En fait, le sexe n'a pas la gravité. Euh, on n'est pas dans l'idée de le sexe c'est grave, si on le fait c'est que c'est important. Non, le sexe, bon, on fait le sexe quand on a envie de faire du sexe, et puis voilà, basta, c'est light en fait. Mais par contre, la sphère du privé est très importante. Et là, le paradoxe s'exprime. C'est ce qui est dans le domaine privé ne doit pas être exprimé dans le domaine public. Donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas en parler. Voilà, grosso modo, c'est ça. À part avec vos amis très proches qui sont déjà dans votre sphère privée. C'est-à-dire en parler avec un pote dans un lieu public, c'est déjà trop. Vous voyez la petite subtilité, la petite différence, elle est là. Euh, Alors là, il va falloir que tu développes. Chris, il va falloir que tu développes parce que je vois pas trop à quoi tu fais référence. L'observation sexuelle au Japon, il va falloir que tu sois plus précis parce qu'il y a plusieurs possibilités d'interprétation de ta phrase. J'espère que j'ai la bonne, mais j'en vois trois ou quatre. Donc il va falloir être un poil plus précis dans ton explication. Si vous avez d'autres questions, n'en profitez pas. Enfin, n'en profitez, n'en profitez pas. Si, profitez-en justement. N'hésitez pas. J'ai fait un mix entre n'hésitez pas et profitez-en. Le voyeurisme. T'as une histoire à nous raconter, Chris? Il t'est arrivé des trucs? On t'a maté sous la douche? Qu'est-ce qui s'est passé? Juline, bonsoir tout le monde, bonsoir Juline. Coucou Tenchi, c'est génial de te voir en live, merci. C'est Justine. Salut Justine, ça va? Ça va. Bah, ça fait plaisir, moi, de vous avoir en chat, mais c'est déjà pas mal. Par contre, je vois que le chat ne fonctionne pas sur le. Ah, c'est dommage, le chat ne fonctionne pas sur le layout. Il va falloir que j'arrange ça. Et je m'en étais pas rendu compte, je suis tout nul. Ah là là. Donc bah écoutez, on arrive sur la fin là. Si vous n'avez pas trop d'autres questions, je pense qu'on va arrêter le live. Est-ce que ça vous a plu ce live Yokoso? Est-ce que le format de l'émission vous plaît? Euh, mais tu peux me faire la remarque, mon cher Guito. Il y a pas de problème là-dessus. Euh, donc, est-ce que ça vous convient? On va parler. La prochaine fois, je voudrais vous parler justement de la préparation du voyage en amont. Où est-ce qu'on va chercher son billet d'avion? Comment on s'arrange pour les visas? Comment on s'arrange pour le passeport? Quelles sont les choses à préparer avant de monter dans l'avion? Comment on s'arrange pour les valises? Donc ça va être le prochain sujet. Donc j'espère que ça vous convient, que ça vous plaît et qu'on pourra en parler plein de fois. N'hésitez pas. Si vous êtes abonné, je vous rappelle que vous avez le droit de venir me poser des questions en direct sur le Discord et je vous prends en vocal et on discute en vocal sur le Discord pour répondre à vos questions. Si vous avez un projet de voyage au Japon, si vous avez juste des questions sur la culture japonaise, il n'y a aucun souci, hein, vous avez ce droit, vous êtes abonné, vous avez cet accès, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour tout ça, je suis à votre disposition et j'espère que ça vous plaît. Merci à vous tous de soutenir la chaîne, c'est cool, hein, ça se développe petit à petit, je suis content là du format qu'elle a, ça commence à prendre forme, je suis un petit peu en retard sur mon planning. Je suis encore sincèrement désolé, je devais streamer vendredi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais très fatigué et j'ai pas voulu me mettre un message d'excuse, genre ouais, je suis désolé, je suis fatigué et tout. Je me suis dit que j'avais pas annoncé le planning spécifiquement, donc voilà, j'étais un peu plus en light. J'espère que vous me pardonnerez. Du coup, on a fait un peu moins de gaming. Et je vous remercie vraiment pour ceux qui sont toujours là. Ça fait grave plaisir. Ça fait vraiment grave plaisir. On va se préparer pour l'avenir comme je vous ai dit, du Metallicraft. Je suis en train de voir pour organiser ça en direct d'un endroit où on fait du Warhammer. Donc, je vais peut-être en parler un petit peu à Ulstrif. Je pense que ça lui fera plaisir. Tous les mercredis, vous savez qu'on se retrouve bien sûr sur la chaîne de Megazelle.
Évidemment, on se retrouve sur la chaîne de Megazelle pour le Omega Clash. Là, hier, c'était pas prévu aussi au programme, j'ai un peu fait ça au pied levé. Je suis allé chez la Dracen, chez ma copine à qui manquait quelqu'un pour faire du Phasmophobia, donc on a fait du Phasmophobia ensemble. Et c'était vraiment sympa. Pour une fois, je suis pas mort. Oh, j'ai fait du Phasmophobia sans mourir. J'ai fait 3 niveaux sans mourir, c'était trop bien. Et du coup, c'était cool. Non, Agito, toi, tu vas d'abord finir tes Gundam et tu passeras au Warhammer après, hein. Les choses dans l'ordre. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne fin de week-end. Demain, la reprise pour tout le monde, hein. Gambare. Et puis, je pense que la prochaine émission, on fera ça le mois prochain. Je vais essayer de tenir le rythme d'une émission par mois pour Yakoso. Donc j'espère que ça vous plaira. À très vite pour de nouvelles aventures. Et ben, d'ici là, éclatez-vous, portez-vous bien, soyez heureux.